La galaxie la plus proche de nous s'éloigne à cet instant précis à une vitesse de 400 km par seconde. Chaque battement de ton cœur représente 400 km de vide supplémentaire entre toi et le premier rivage cosmique que l'humanité pourrait un jour espérer atteindre. Et pourtant, dans environ 4 milliards et demi d'années, cette même galaxie va entrer en collision frontale avec la nôtre. Andromède et la Voie lactée vont fusionner dans un balai gravitationnel si violent que des étoiles seront éjectées dans le vide intergalactique pour l'éternité. Certaines de ces étoiles auront des planètes. Certaines de ces planètes pourraient abriter une vie. Et cette vie sera condamnée à errer dans l'obscurité absolue entre les galaxies, là où même la lumière des étoiles devient un souvenir impossible. Mais voici ce que personne ne te dit. Si l'humanité survit suffisamment longtemps pour assister à cette fusion, si nous développons la technologie nécessaire pour voyager entre les étoiles et éventuellement entre les galaxies, ce que nous découvrirons là-bas changera fondamentalement notre compréhension de ce que signifie exister. 3 mystères vont hanter cette exploration. Premièrement, le paradoxe de l'horizon cosmique qui suggère que certaines galaxies sont déjà perdues pour nous à jamais, même si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière. Deuxièmement, la possibilité terrifiante que les civilisations intergalactiques existent déjà et qu'elles aient choisi de ne pas nous contacter pour des raisons que nous ne pouvons même pas imaginer. Troisièmement, la découverte récente que l'espace entre les galaxies n'est pas vide, mais rempli de structures et de phénomènes qui défient notre physique actuelle. Tu vas découvrir quelque chose ce soir qui va changer ta façon de regarder le ciel nocturne. Quelque chose qui va te faire réaliser que chaque étoile que tu vois n'est qu'une infime fraction de ce qui existe réellement, et que la véritable immensité du cosmos dépasse non seulement notre capacité à voyager, mais peut-être même notre capacité à comprendre. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, abonne-toi maintenant. Le voyage commence ici. Pendant des décennies, la vision populaire du voyage intergalactique ressemblait à quelque chose de relativement simple. Les films, les séries télévisées et même certains scientifiques optimistes nous ont présenté une image rassurante. L'humanité développerait des vaisseaux capables de voyager plus vite que la lumière. Nous explorerions d'abord notre propre galaxie, puis nous nous lancerions vers Andromède et au-delà. C'était une progression logique presque inévitable. La technologie avancerait, les obstacles seraient surmontés un par un, et un jour, peut-être dans quelques milliers ou quelques millions d'années, nous serions une civilisation véritablement intergalactique. Cette vision reposait sur certaines hypothèses fondamentales. La première était que l'espace entre les galaxies est essentiellement vide, un grand néant noir qu'il suffirait de traverser. La deuxième était que les lois de la physique telles que nous les comprenons aujourd'hui resteraient à la constante et prévisibles sur des distances aussi vastes. La troisième était que le temps lui-même ne poserait pas de problème insurmontable, que d'une manière ou d'une autre, nous trouverions des moyens de contourner les contraintes de la relativité ou d'accepter que des voyages durant des millions d'années puissent être entrepris par des générations successives de voyageurs. Les chiffres semblaient intimidants, mais pas impossibles. Andromède se trouve à environ 2,5 millions d'années-lumière de nous. À la vitesse actuelle de nos sondes les plus rapides, comme Voyager 1 qui file à environ 17 km par seconde, il faudrait environ 44 milliards d'années pour atteindre notre voisine galactique. Évidemment, personne ne proposait sérieusement d'envoyer un voyageur vers Andromède, mais avec des technologies futures hypothétiques, des voiles solaires propulsées par des lasers surpuissants, des moteurs à fusion nucléaire, ou même des concepts plus exotiques comme les moteurs à distorsion d'espace, ces délais pourraient théoriquement être réduits à quelques siècles, voire quelques décennies. Les scientifiques parlaient de vaisseaux générationnels, d'immenses arches spatiales transportant des milliers de personnes à travers le vide, avec des populations qui naîtraient, vivraient et mourraient à bord pendant le voyage. D'autres évoquaient la possibilité de l'hibernation prolongée, de la conscience téléchargée dans des systèmes informatiques ou de robots autonomes envoyés en éclaireur pour préparer notre arrivée. La colonisation intergalactique n'était pas présentée comme une certitude, mais comme une possibilité réelle inscrite dans notre destin d'espèce curieuse et exploratrice. Cette narration optimiste s'appuyait également
sur des calculs encourageants concernant ce que nous pourrions trouver là-bas. Andromède contient environ 1000 milliards d'étoiles, soit plusieurs fois plus que notre propre galaxie. Statistiquement, cela signifie des milliards de planètes potentiellement habitables, des ressources quasi infinies, et peut-être même des formes de vie ou des civilisations avec lesquelles nous pourrions entrer en contact. Le voyage intergalactique était présenté non seulement comme possible, mais comme désirable, comme le prochain grand chapitre de l'aventure humaine. Mais la réalité est beaucoup plus sombre. Les découvertes des 2 dernières décennies ont systématiquement détruit chacune de ces hypothèses rassurantes. Commençons par la plus fondamentale. L'espace entre les galaxies n'est pas vide. Il est rempli de quelque chose que nous ne comprenons pas vraiment et qui représente environ 68% de tout ce qui existe. L'énergie sombre. Cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers ne se contente pas de repousser les galaxies les unes des autres. Elle déforme la géométrie même de l'espace-temps d'une manière qui rend certains voyages non pas difficiles, mais fondamentalement impossibles, quelle que soit la technologie disponible. Voici ce que cela signifie concrètement. À cause de l'expansion accélérée de l'univers, il existe des galaxies que nous pouvons voir aujourd'hui, mais que nous ne pourrons jamais atteindre, même en voyageant à la vitesse de la lumière pendant l'éternité. Ces galaxies s'éloignent de nous plus vite que la lumière elle-même ne peut voyager. Pas parce qu'elles violent les lois de la physique, mais parce que c'est l'espace lui-même qui se dilate entre nous et elles. Chaque seconde, des galaxies entières passent de l'autre côté de cet horizon cosmique et disparaissent pour toujours de notre univers accessible. Et ce phénomène ne fait que s'accélérer. Dans environ 100 milliards d'années, si l'humanité existe encore sous une forme ou une autre, le ciel nocturne sera pratiquement vide. Toutes les galaxies, à l'exception de celles de notre groupe local, les quelques dizaines de galaxies gravitationnellement liées à la Voie lactée, auront disparu au-delà de l'horizon observable. Les futurs astronomes, s'il en existe, regarderont vers le cosmos et ne verront rien d'autre que notre propre île stellaire isolée dans une mer d'obscurité infinie. Ils n'auront aucun moyen de savoir que des milliards de galaxies ont un jour existé. Ils n'auront aucune preuve que l'univers s'étend au-delà de ce qu'ils peuvent voir. Cette réalité transforme complètement notre vision du voyage intergalactique. Ce n'est plus simplement une question de développer une technologie suffisamment avancée. C'est une course contre l'expansion même de l'univers. Chaque jour qui passe, certaines destinations deviennent un peu plus difficiles à atteindre. Chaque siècle, certaines galaxies passent définitivement hors de portée. Et dans un futur cosmiquement proche, l'immense majorité de l'univers observable actuel sera perdue pour toujours. Mais ce n'est que le début des mauvaises nouvelles. Les observations récentes du télescope spatial, James Webb et d'autres instruments ont révélé que le milieu intergalactique, cet espace supposément vide entre les galaxies, est en réalité un environnement extraordinairement hostile. Il contient des filaments de plasma surchauffés à des millions de degrés, des champs magnétiques erratiques qui s'étendent sur des millions d'années-lumière, et des structures gravitationnelles invisibles composées de matière noire qui pourraient dévier ou détruire n'importe quel vaisseau tentant de les traverser. Le plasma intergalactique, en particulier, pose un problème que personne n'avait vraiment anticipé. Ce gaz extrêmement dilué mais brûlant remplit une grande partie de l'espace entre les galaxies. Pour un vaisseau voyageant à une fraction significative de la vitesse de la lumière, ce plasma représente un bombardement constant de particules à haute énergie. Même les atomes d'hydrogène les plus dispersés deviennent des projectiles mortels quand on les percute à des vitesses relativistes. Un voyage vers Andromède nécessiterait des boucliers d'une puissance inimaginable, capables de dévier ou d'absorber des quantités phénoménales de radiation pendant des siècles ou des millénaires. Et puis, il y a la question du temps. La relativité d'Einstein nous dit que plus on voyage vite, plus le temps ralentit pour le voyageur par rapport à ceux qui restent immobiles. C'est ce qu'on appelle la dilatation temporelle. Pour un équipage voyageant vers Andromède à une vitesse proche de celle de la lumière, le voyage pourrait ne durer que quelques années subjectives. Mais sur Terre, des millions d'années se seraient écoulées. L'humanité que ces voyageurs auraient quittée n'existerait plus. La civilisation qui les avait envoyés serait un lointain souvenir archéologique. Ils arriveraient dans une galaxie étrangère en tant qu'ambassadeurs d'une espèce probablement éteinte depuis longtemps.
Ce paradoxe temporel soulève des questions philosophiques vertigineuses. Quel sens y a-t-il à entreprendre un voyage si tout ce que vous avez connu et aimé sera mort et oublié à votre arrivée? Les voyageurs intergalactiques ne seraient-ce pas des explorateurs au sens traditionnel du terme? Ils seraient des exilés volontaires, des réfugiés temporels fuyant vers un futur où leur passé n'existe plus. Ils emporteraient avec eux les derniers vestiges d'une humanité disparue, les derniers souvenirs d'une planète bleue qui aurait peut-être été engloutie par un soleil devenu géante rouge depuis des milliards d'années. Et même si nous surmontons tous ces obstacles, même si nous développons une technologie capable de traverser les abysses intergalactiques, de résister aux environnements hostiles et d'accepter le sacrifice temporel que cela implique, nous nous heurtons à une question encore plus troublante. Que trouverons-nous là-bas? Les calculs de probabilité suggèrent qu'une galaxie comme Andromède devrait avoir engendré des milliers, voire des millions de civilisations technologiques au cours de son histoire. Où sont-elles? Pourquoi ne les avons-nous pas détectées? Et si nous les rencontrons, seront-elles bienveillantes, indifférentes ou hostiles? L'absence apparente de civilisation extraterrestre détectable, ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, prend une dimension encore plus troublante quand on l'applique à l'échelle intergalactique. Si le voyage entre les galaxies est possible, même à des vitesses bien inférieures à celles de la lumière, une civilisation suffisamment ancienne aurait pu coloniser sa galaxie d'origine, puis se propager vers les galaxies voisines, et éventuellement vers tout l'univers observable. Les calculs suggèrent que cela ne prendrait que quelques centaines de millions d'années, une durée cosmiquement courte. L'univers a presque 14 milliards d'années. Où sont ces super civilisations intergalactiques? Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer ce silence. Peut-être que le voyage intergalactique est fondamentalement impossible pour des raisons que nous ne comprenons pas encore. Peut-être que les civilisations avancées s'autodétruisent systématiquement avant d'atteindre ce stade. Peut-être qu'elles existent, mais qu'elles ne veulent pas être détectées. Ou peut-être que nous sommes parmi les premières formes de vie intelligentes à émerger dans l'univers. Des pionniers involontaires dans un cosmos encore jeune et vide. Chacune de ces possibilités a des implications profondes pour ce que nous trouverions si nous atteignions d'autres galaxies. Si le voyage est impossible, nous sommes condamnés à rester dans notre coin de l'univers jusqu'à l'extinction. Si les civilisations s'autodétruisent, nous marchons peut-être vers le même destin. Si elles se cachent, nous pourrions être observés en ce moment même par des intelligences dont nous ne pouvons pas concevoir les motivations. Et si nous sommes les premiers, nous portons sur nos épaules une responsabilité cosmique écrasante, celle de devenir les ancêtres de toute la vie intelligente future de l'univers. La vision optimiste du voyage intergalactique, celle des aventures glorieuses et des découvertes merveilleuses, s'effondre face à ces réalités. Ce qui nous attend là-bas n'est pas un terrain de jeu cosmique à explorer, mais un défi existentiel d'une ampleur que nous commençons à peine à saisir. Chaque galaxie que nous voyons dans le ciel nocturne est un mystère enveloppé d'énigmes, une destination qui pourrait contenir des merveilles ou des horreurs au-delà de notre imagination, et qui s'éloigne de nous un peu plus à chaque instant qui passe. Mais la réalité est encore plus complexe, encore plus fascinante, et encore plus terrifiante que ce premier aperçu ne le suggère. Car au-delà des défis physiques et temporels, au-delà des questions sur les civilisations extraterrestres, se cachent des phénomènes cosmiques d'une violence et d'une beauté qui défient toute description. Les galaxies ne sont pas des îles paisibles flottant dans le vide. Ce sont des champs de bataille gravitationnels où des forces colossales sculptent, détruisent et recréent la matière à des échelles que notre cerveau n'est pas équipé pour comprendre. Et c'est dans cette violence cosmique que se trouve peut-être la clé pour comprendre ce qui nous attend vraiment si nous osons un jour lever les yeux au-delà de notre propre maison galactique et partir vers l'inconnu. Pour comprendre véritablement ce qui nous attend lorsque nous atteindrons d'autres galaxies, il faut d'abord saisir ce qu'est réellement une galaxie. Pas l'image simplifiée des livres d'astronomie, pas la belle spirale lumineuse sur fond noir que nous avons tous vue des centaines de fois. Non, il faut comprendre la galaxie telle qu'elle existe vraiment, dans toute sa complexité vertigineuse, avec ses structures visibles et invisibles, ses mouvements chaotiques et ordonnés, ses zones de création et ses régions de mort. Une galaxie n'est pas un objet statique,
C'est un système dynamique en perpétuelle évolution, une danse gravitationnelle impliquant des centaines de milliards de participants stellaires, chacun suivant sa propre orbite tout en étant inexorablement liés aux autres. Quand tu regardes une photographie de la Voie lactée ou d'Andromède, tu ne vois qu'un instantané figé d'un processus qui se déroule sur des centaines de millions d'années. C'est comme regarder une photographie d'un ouragan et croire que les nuages sont immobiles. La Voie lactée, notre maison galactique, s'étend sur environ 100 000 années-lumière de diamètre. Pour mettre cette dimension en perspective, imagine que tu pouvais voyager à la vitesse de la lumière, soit près de 300 000 km par seconde, la vitesse maximale autorisée par les lois de la physique. À cette vitesse inconcevable, il te faudrait quand même 100 000 ans pour traverser notre galaxie d'un bout à l'autre. 100 000 ans. L'humanité moderne n'existe que depuis environ 300 000 ans. Nos plus anciennes civilisations ne remontent qu'à quelques milliers d'années. Et notre galaxie, rien que notre galaxie, nécessiterait un voyage d'une durée comparable à toute l'histoire de notre espèce. Mais le diamètre lumineux de la Voie lactée n'est que la partie visible de l'iceberg. Au-delà du disque d'étoiles que nous pouvons observer, se trouve le halo galactique, une sphère immense de gaz ténu, d'étoiles anciennes dispersées et surtout de matière noire. Ce halo s'étend sur environ 600 000 années-lumière de diamètre, soit 6 fois la taille du disque visible. La véritable étendue de notre galaxie est donc bien plus grande que ce que les images traditionnelles suggèrent. Et cette structure étendue joue un rôle crucial dans ce qui se passerait si nous tentions de la quitter pour rejoindre une autre galaxie. Le halo de matière noire est particulièrement important car c'est lui qui maintient la galaxie entière ensemble. La matière noire, cette substance mystérieuse qui n'émet aucune lumière et n'interagit avec la matière ordinaire que par la gravité, représente environ 85% de la masse totale de la Voie lactée. Les étoiles, les planètes, les gaz, les poussières, tout ce que nous pouvons voir et toucher ne constitue qu'une fraction minoritaire de ce qui compose réellement notre galaxie. Nous vivons littéralement dans un océan invisible de matière dont nous ne comprenons pas la nature. Cette distribution de masse a des conséquences directes sur le voyage intergalactique. Pour quitter la Voie lactée, un vaisseau devrait non seulement s'éloigner du disque stellaire visible, mais aussi échapper à l'attraction gravitationnelle du halo de matière noire tout entier. Cela nécessite d'atteindre ce qu'on appelle la vitesse de libération galactique, qui est d'environ 550 km par seconde au niveau de notre système solaire. C'est plus de 30 fois la vitesse de nos fusées actuelles les plus rapides. Et même une fois cette vitesse atteinte, le voyage ne fait que commencer. Entre la Voie lactée et Andromède s'étend ce que les astronomes appellent le milieu intergalactique local. Cette région n'est pas un vide parfait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Elle contient en moyenne environ 1 atome par mètre cube, principalement de l'hydrogène ionisé. Cela peut sembler insignifiant, et dans notre vie quotidienne, ce serait effectivement considéré comme un vide presque absolu. Mais sur une distance de 2,5 millions d'années-lumière, ces atomes dispersés s'accumulent. Un vaisseau traversant cette distance rencontrerait des quantités colossales de matière, même si elle est extraordinairement diluée. La structure à grande échelle de l'univers ajoute une autre couche de complexité à cette entreprise. Les galaxies ne sont pas distribuées uniformément dans le cosmos. Elles forment des structures hiérarchiques de plus en plus grandes. D'abord, les groupes de galaxies, comme notre groupe local qui contient la Voie lactée, Andromède, la galaxie du Triangle, et une 50aine de galaxies naines. Ensuite, les amas de galaxies, qui regroupent dans des dizaines ou des centaines de groupes. Puis les superamas, des structures titanesques contenant des milliers de galaxies. Et enfin, les filaments cosmiques, ces autoroutes de matière qui relient les superamas entre eux comme les fils d'une toile d'araignée cosmique. Notre groupe local fait partie du superamas de la Vierge, une structure qui s'étend sur environ 110 millions d'années-lumière. Ce superamas lui-même fait partie d'une structure encore plus grande appelée l'Aniakea, un mot hawaïen signifiant ciel immense ou horizon céleste incommensurable. L'Aniakea contient environ 100 000 galaxies et s'étend sur plus de 500 millions d'années-lumière. Et même l'Aniakea n'est qu'une structure parmi d'innombrables autres dans l'univers observable. Entre ces filaments
et ces superamas se trouvent les vides cosmiques, des régions de l'espace presque totalement dépourvues de galaxies. Le plus grand vide connu, le vide du Bouvier, mesure environ 300 millions d'années-lumière de diamètre. C'est une bulle d'obscurité presque absolue, contenant peut-être seulement une soixantaine de galaxies, là où on en attendrait des milliers. Traverser un tel vide représenterait un défi psychologique autant que technique. Imagine un voyage de plusieurs millions d'années, pendant lequel il n'y aurait littéralement rien à voir. Aucune étoile proche, aucune galaxie visible à l'œil nu, juste l'obscurité infinie dans toutes les directions. La dynamique gravitationnelle de ces structures influence également tout projet de voyage intergalactique. Notre groupe local est en train de tomber vers l'amas de la Vierge à une vitesse d'environ 400 km par seconde. Mais simultanément, un mystérieux phénomène appelé le Grand Attracteur tire notre superamas tout entier vers une région de l'espace située à environ 200 millions d'années-lumière de nous. Le Grand Attracteur est une anomalie gravitationnelle dont nous ne comprenons pas vraiment la nature, car il se trouve derrière le plan de notre propre galaxie, dans une région du ciel obscurcie par la poussière et les étoiles de la Voie lactée, ce que les astronomes appellent la zone d'évitement. Ces mouvements à grande échelle signifient que les galaxies ne sont pas des cibles fixes. Elles bougent, elles dérivent, elles sont attirées par des forces gravitationnelles complexes. Un vaisseau partant aujourd'hui vers une galaxie lointaine devrait calculer non seulement la position actuelle de cette galaxie, mais aussi sa position future au moment de l'arrivée prévue. Sur des échelles de temps de millions d'années et des distances de millions d'années-lumière, ces calculs deviennent extraordinairement complexes. Les erreurs de navigation s'accumulent. Les imprévus gravitationnels peuvent dévier la trajectoire. Et il n'y a pas de contrôle au sol capable de corriger la course d'un vaisseau situé à des millions d'années-lumière de la Terre. La rotation des galaxies elle-même pose également des questions fascinantes. La Voie lactée effectue une rotation complète sur elle-même en environ 230 millions d'années. Une période que les astronomes appellent parfois une année galactique. Notre système solaire, situé à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, orbite autour de ce centre à une vitesse d'environ 230 km par seconde. Depuis la formation de la Terre, il y a 4 milliards et demi d'années, notre planète a effectué environ 20 orbites complètes autour de la galaxie. Chaque année galactique, notre position par rapport au centre et par rapport aux autres étoiles change considérablement. Cette rotation a des implications pour ce que nous trouverions si nous atteignions une autre galaxie. Les galaxies spirales, comme la nôtre et comme Andromède, ont des bras spiraux. Ces structures lumineuses où se concentrent les étoiles jeunes et les nébuleuses de formation stellaire. Mais ces bras ne sont pas des structures matérielles permanentes. Ce sont des ondes de densité, des régions où les étoiles s'accumulent temporairement avant de continuer leur orbite. Les étoiles entrent dans un bras spiral, y restent pendant quelques dizaines de millions d'années, puis en ressortent. Le bras lui-même persiste, mais ses constituants changent constamment. Si nous atteignions Andromède après un voyage de plusieurs millions d'années, la configuration des bras spiraux aurait complètement changé par rapport à ce que nous observons aujourd'hui. Les cartes que nous aurions établies avant le départ seraient obsolètes. Les systèmes stellaires que nous aurions identifiés comme cibles potentielles auraient changé de position relative. C'est un peu comme si on dressait une carte d'un ouragan et qu'on s'attendait à ce que cette carte soit encore valable des années plus tard. Le centre de notre galaxie présente un environnement radicalement différent de notre tranquille banlieue solaire. Au cœur de la Voie lactée se trouve Sagittarius A, un trou noir supermassif d'environ 4 millions de masses solaires. Ce monstre gravitationnel est actuellement relativement calme, mais les observations d'autres galaxies nous montrent que les noyaux galactiques peuvent devenir extraordinairement actifs. Quand suffisamment de matière tombe vers un trou noir supermassif, celui-ci peut libérer des quantités phénoménales d'énergie, créant ce qu'on appelle un noyau actif de galaxie, ou, dans les cas les plus extrêmes, un quasar. Andromède possède son propre trou noir supermassif, estimé à environ 100 millions de masses solaires, soit 25 fois plus massif que celui de la Voie lactée. Ce trou noir est actuellement dormant, mais lors de la future collision entre nos deux galaxies, l'afflux de gaz vers les centres galactiques
pourrait réveiller ces géants endormis. Si l'humanité existe encore à ce moment-là, et si elle a développé la capacité de voyager entre les galaxies, elle devra naviguer dans un environnement où les noyaux galactiques pourraient soudainement s'embraser, projetant des jets de radiation à travers des dizaines de milliers d'années-lumière. Les galaxies elliptiques, un autre type majeur de galaxies, présentent encore des caractéristiques très différentes des spirales. Ces galaxies, qui ressemblent à des ellipsoïdes tridimensionnels d'étoiles sans structure de bras définie, sont généralement plus anciennes et contiennent moins de gaz et de poussière. La formation de nouvelles étoiles y est pratiquement inexistante. Les étoiles qu'elles contiennent sont pour la plupart vieilles, rouges et approchent de la fin de leur cycle de vie. Si l'humanité atteignait une galaxie elliptique géante, elle y trouverait un environnement stellaire très différent de celui de la Voie lactée, avec potentiellement moins de planètes habitables, car les étoiles anciennes ont eu plus de temps pour épuiser leurs réserves d'éléments lourds nécessaires à la formation de planètes rocheuses. Les galaxies irrégulières, comme le Grand Nuage de Magellan, visible depuis l'hémisphère sud terrestre, offrent encore un autre type d'environnement. Ces galaxies chaotiques, souvent déformées par des interactions gravitationnelles avec des voisines plus massives, sont des sites de formation stellaire intense. Elles contiennent des régions où de nouvelles étoiles naissent en quantité massive, créant des nébuleuses spectaculaires, illuminées par le rayonnement ultraviolet des jeunes étoiles bleues. Ces régions seraient à la fois fascinantes à explorer et potentiellement dangereuses, car les étoiles massives qui s'y forment ont une vie courte et violente, terminant leur existence en explosion de supernovas. La composition chimique des galaxies varie également en fonction de leur histoire et de leur position dans l'univers. Les galaxies qui se sont formées plus tôt dans l'histoire cosmique contiennent moins d'éléments lourds, ces atomes de carbone, d'oxygène, de fer et d'autres éléments qui sont essentiels à la chimie de la vie telle que nous la connaissons. Ces éléments sont forgés dans le cœur des étoiles et dispersés dans l'espace par les explosions de supernovas. Plus une galaxie a connu de générations d'étoiles, plus elle est enrichie en éléments lourds et plus elle est susceptible d'abriter des planètes rocheuses capables de soutenir la vie. Les observations récentes ont révélé que la métallicité, le terme astronomique pour désigner l'abondance d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, varie significativement d'une galaxie à l'autre et même au sein d'une même galaxie. Les régions centrales des grandes galaxies spirales sont généralement plus riches en métaux que leur périphérie. Les galaxies naines sont souvent pauvres en métaux, et les galaxies très lointaines, que nous voyons telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années, montrent des signatures chimiques très différentes de celles des galaxies proches. Cette diversité chimique implique que les conditions pour la vie pourraient varier dramatiquement d'une galaxie à l'autre. Une galaxie pauvre en métaux pourrait avoir très peu de planètes rocheuses. Une galaxie très riche en métaux pourrait avoir des planètes avec des compositions chimiques exotiques que nous n'avons jamais rencontrées. Si la vie existe ailleurs dans l'univers, elle pourrait être basée sur des chimies fondamentalement différentes de la nôtre, adaptées aux conditions locales de chaque galaxie. La distribution des étoiles dans une galaxie influence également l'habitabilité potentielle. Dans les régions centrales des galaxies, les étoiles sont beaucoup plus densément concentrées que dans les périphéries. Cette densité élevée signifie plus de radiation, plus de perturbations gravitationnelles et plus de risques de rencontres stellaires proches qui pourraient perturber les orbites planétaires. Certains astronomes ont proposé le concept de zone habitable galactique, une région annulaire autour du centre d'une galaxie où les conditions seraient les plus favorables à l'émergence et au maintien de la vie. Trop près du centre, l'environnement serait trop hostile. Trop loin, les éléments lourds nécessaires à la formation de planètes habitables seraient trop rares. Notre système solaire se trouve apparemment dans cette zone habitable galactique de la Voie lactée, à environ 2/3 du chemin entre le centre et le bord du disque stellaire. Cette position privilégiée a peut-être été un facteur crucial dans l'émergence de la vie sur Terre. Si nous devions chercher des destinations habitables dans d'autres galaxies, nous devrions probablement cibler des régions similaires, situées à des distances comparables des centres galactiques. Mais malgré toutes ces connaissances, malgré des décennies d'observation et de modélisation, il reste des mystères fondamentaux que la science ne peut pas encore résoudre. Nous ne savons toujours pas exactement ce qu'est la matière noire. Nous ne comprenons pas pourquoi certaines galaxies forment des spirales parfaites tandis que d'autres restent amorphes.
nous ne pouvons pas expliquer pourquoi le trou noir supermassif d'Andromède est si massif par rapport à la taille de sa galaxie hôte. Et surtout, nous ne savons pas ce qui se trouve dans les régions les plus reculées des galaxies, au-delà de ce que nos télescopes peuvent observer. Les halos de matière noire s'étendent-ils à l'infini? Ou ont-ils une limite définie? Y a-t-il des objets et des phénomènes dans les régions intergalactiques que nous n'avons pas encore détectés? Quelles surprises attendent les premiers voyageurs qui s'aventureront au-delà du disque lumineux de la Voie lactée? La science nous a donné une carte extraordinairement détaillée de l'univers. Mais cette carte est encore parsemée de zones blanches, de régions marquées Terra Incognita, comme sur les cartes des anciens explorateurs. Et ces régions inconnues ne sont pas de petites anomalies marginales. Elles représentent la majorité de ce qui existe. La matière noire et l'énergie sombre, ces deux mystères qui dominent la composition de l'univers, restent fondamentalement incomprises. Nous savons qu'elles existent par leurs effets gravitationnels, mais nous ne savons pas ce qu'elles sont vraiment. Cette ignorance fondamentale devrait nous rendre humbles face à l'immensité du défi que représente le voyage intergalactique. Nous planifions d'explorer un univers dont nous ne comprenons que 5% de la composition. Nous rêvons de naviguer à travers des océans de matière noire sans savoir si cette matière pourrait interagir avec nos vaisseaux d'une manière que nous n'avons pas prévue. Nous supposons que les lois de la physique que nous avons découvertes sur notre petite planète s'appliquent uniformément dans tout le cosmos, mais nous n'avons aucun moyen de le vérifier directement. Les galaxies restent, malgré tout ce que nous avons appris, des mystères vivants. Chacune d'entre elles est un monde en soi, une île de matière et d'énergie avec sa propre histoire, sa propre structure et peut-être ses propres formes de vie. Et chacune d'entre elles représente un défi unique pour quiconque oserait tenter de l'atteindre. La diversité des galaxies implique qu'il n'y aura jamais une solution universelle au problème du voyage intergalactique. Chaque destination demandera des adaptations spécifiques, des technologies sur mesure, des stratégies uniques. C'est cette diversité, cette complexité irréductible, qui rend la question du voyage intergalactique si fascinante et si difficile. Ce n'est pas un problème d'ingénierie unique à résoudre, mais un ensemble infini de problèmes imbriqués, chacun aussi vaste et complexe que les galaxies elles-mêmes. Les galaxies antennes se trouvent à environ 60 millions d'années-lumière de nous, dans la constellation du Corbeau. Ce ne sont pas deux galaxies distinctes que nous observons là-bas, mais le spectacle fascinant et terrible de deux galaxies en train de fusionner. Les images captées par le télescope spatial Hubble révèlent deux longues traînées d'étoiles s'étirant dans l'espace comme des antennes d'insectes, d'où leur nom. Ces traînées sont composées de milliards d'étoiles arrachées à leur galaxie d'origine par les forces de marée gravitationnelles, éjectées dans le vide intergalactique où elles erreront peut-être pour l'éternité. Ce que nous voyons dans les galaxies antennes est un aperçu direct de ce qui arrivera à la Voie lactée et à Andromède dans quelques milliards d'années. Mais ce n'est pas un événement unique ou rare. Partout dans l'univers observable, des galaxies entrent en collision, se déforment, se cannibalisent. C'est le processus fondamental par lequel les grandes galaxies se construisent, en absorbant les plus petites, en fusionnant avec leurs égales, en grandissant génération après génération cosmique. Notre propre Voie lactée porte les cicatrices de dizaines de collisions passées, les traces spectrales de galaxies naines qu'elle a dévorées au fil des milliards d'années. La galaxie du tourbillon, également connue sous sa désignation de catalogue Messier 51, offre un autre exemple saisissant. Située à environ 23 millions d'années-lumière dans la constellation des chiens de chasse, elle est en interaction gravitationnelle avec une galaxie compagnon plus petite qui semble la toucher. Cette interaction a stimulé la formation d'étoiles dans les bras spiraux de la galaxie principale, les illuminant de jeunes étoiles bleues brillantes. La petite galaxie, quant à elle, est en train d'être lentement déchirée et absorbée. Dans quelques centaines de millions d'années, elle n'existera plus en tant qu'entité distincte. La galaxie du sombrero, avec son bulbe central brillant et son disque de poussière sombre caractéristique, représente un cas différent, mais tout aussi instructif. Les observations récentes ont révélé que cette galaxie apparemment solitaire est entourée d'un halo d'étoiles inhabituellement riche, probablement les restes d'une grande galaxie elliptique qu'elle a absorbée dans le passé lointain. Ce que nous voyons aujourd'hui comme une galaxie unique et majestueuse
est en réalité le produit de multiples fusions cosmiques, un patchwork stellaire assemblé au fil des milliards d'années. Messier 87, la galaxie géante au cœur de l'amas de la Vierge, représente peut-être le cas le plus extrême de cannibalisme galactique dans notre voisinage cosmique. Cette galaxie elliptique supergéante contient plusieurs milliers de milliards d'étoiles, soit plus de 10 fois le nombre d'étoiles de la Voie lactée. Elle n'est pas née ainsi. Elle a atteint cette taille colossale en absorbant des centaines, peut-être des milliers de galaxies plus petites au cours de l'histoire de l'univers. Son trou noir central, le premier à avoir été photographié directement en 2019, pèse environ 6 milliards et demi de masse solaire. Un monstre gravitationnel nourri par des milliards d'années de festins galactiques. Ces observations nous enseignent une vérité fondamentale sur la nature des galaxies. Elles ne sont pas des structures permanentes et immuables. Elles sont des entités fluides, en constante évolution, qui naissent, grandissent, se transforment et éventuellement disparaissent. Absorbées par des voisines plus massives ou dispersées dans le vide intergalactique. Si l'humanité devait voyager vers d'autres galaxies, elle devrait tenir compte de cette réalité dynamique. La galaxie que nous visons aujourd'hui pourrait être méconnaissable à notre arrivée, transformée par des interactions gravitationnelles, fusionnée avec d'autres, ou fondamentalement restructurée par des processus que nous ne pouvons pas prévoir. Les astronomes ont identifié plusieurs cas de galaxies actuellement en cours de destruction. La galaxie naine du Sagittaire, l'un des plus proches satellites de la Voie lactée, est en train d'être déchirée par les forces de marée de notre galaxie. Elle a déjà effectué plusieurs passages à travers le disque de la Voie lactée et chaque passage lui a arraché des millions d'étoiles. Ces étoiles forment désormais un courant stellaire qui s'étend sur une grande partie du ciel. Un fleuve d'étoiles orphelines traçant la trajectoire de leur galaxie mourante. Le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan, ces deux galaxies satellites visibles depuis l'hémisphère sud terrestre, sont également condamnés. Les simulations montrent qu'ils entreront en collision avec la Voie lactée dans environ 2 milliards et demi d'années, bien avant la grande fusion avec Andromède. Cette collision pourrait réveiller le trou noir central de notre galaxie, déclenchant une période d'activité intense qui baignerait de vastes régions de la Voie lactée. Lactée dans des radiations dangereuses. Ces processus de cannibalisme galactique ont des implications directes pour tout projet de voyage intergalactique. Les courants stellaires créés par les galaxies en destruction sont composés d'étoiles qui ne suivent pas les orbites ordonnées des étoiles du disque galactique. Elles traversent la galaxie sur des trajectoires chaotiques, à des vitesses et des angles imprévisibles. Un vaisseau naviguant dans ces régions devrait faire face à un environnement stellaire beaucoup plus imprévisible que celui de notre tranquille voisinage solaire. De plus, les galaxies en cours de fusion sont des sites de formation stellaire extraordinairement intenses. Lorsque les nuages de gaz de deux galaxies se rencontrent et se compriment, ils déclenchent des vagues de naissance stellaire qui peuvent produire des millions de nouvelles étoiles en quelques millions d'années seulement. Ces régions de formation stellaire sont spectaculaires mais dangereuses, remplies de radiations ultraviolettes, de vents stellaires violents et d'étoiles massives qui exploseront en supernovas après une vie cosmiquement brève. Les galaxies à sursaut de formation d'étoiles, parfois appelées galaxies starburst, illustrent cette violence créatrice à son paroxysme. Ces galaxies produisent dans des étoiles à un rythme des dizaines ou des centaines de fois supérieur à celui de la Voie lactée. L'exemple le plus célèbre est Messier 82, la galaxie du cigare, située à environ 12 millions d'années-lumière dans la constellation de la Grande Ourse. Cette galaxie est illuminée par des millions de jeunes étoiles bleues et expulse d'énormes quantités de gaz et de poussière dans l'espace intergalactique, des vents galactiques visibles sur les images comme des filaments rougeoyants s'étendant perpendiculairement au disque galactique. Ces vents galactiques représentent un phénomène dont l'importance pour le voyage intergalactique commence seulement à être comprise. Lorsque des millions d'étoiles massives explosent en supernova dans une région relativement compacte, l'énergie combinée de ces explosions peut être suffisante pour éjecter du gaz hors de la galaxie elle-même. Ce gaz enrichi en éléments lourds se répand dans le milieu intergalactique, créant des bulles et des filaments de matière chaude qui s'étendent sur des dizaines de milliers d'années-lumière au-delà des limites visibles de la galaxie.
Un vaisseau approchant d'une galaxie starburst devrait traverser ces vents galactiques avant même d'atteindre le disque stellaire. Ces vents contiennent non seulement du gaz chaud, mais aussi des particules de haute énergie accélérées par les chocs de supernova, des grains de poussière qui pourraient éroder les surfaces des vaisseaux, et des champs magnétiques turbulents qui pourraient perturber les systèmes électroniques. L'approche d'une telle galaxie serait comparable à naviguer vers un port en flammes, une arrivée au milieu du chaos plutôt qu'un accostage tranquille. Les observations du télescope spatial James Webb ont révélé que ces phénomènes étaient encore plus communs dans l'univers primitif. Les galaxies qui existèrent quelques milliards d'années après le Big Bang formèrent des étoiles à des rythmes beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. L'univers entier était alors un chantier de construction cosmique avec des galaxies s'assemblant, fusionnant et formant des étoiles dans un tumulte de création et de destruction. Si nous pouvions voyager non seulement à travers l'espace, mais aussi à travers le temps, nous trouverions un univers radicalement différent, plus violent, plus brillant et probablement beaucoup moins hospitalier que celui que nous connaissons aujourd'hui. Cette évolution temporelle des galaxies soulève des questions profondes sur ce que nous trouverions si nous atteignions des galaxies très lointaines. À cause du temps que met la lumière à nous parvenir, nous voyons les galaxies lointaines telles qu'elles étaient dans le passé. Une galaxie située à 10 milliards d'années-lumière nous apparaît telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années, alors que l'univers n'avait que 4 milliards d'années environ. Mais si nous voyagions réellement vers cette galaxie, nous n'y arriverions pas dans le passé. Nous y arriverions dans le futur, après un voyage de plusieurs milliards d'années. La galaxie que nous trouverions serait complètement différente de celle que nous avons observée, ayant évolué pendant tout le temps de notre voyage. Cette déconnexion entre ce que nous voyons et ce qui existe réellement est l'un des aspects les plus vertigineux de l'astronomie. Chaque fois que nous regardons vers le cosmos, nous regardons vers le passé. Plus loin nous regardons, plus profondément nous plongeons dans l'histoire de l'univers. Les galaxies les plus lointaines que nous pouvons observer sont des fantômes du passé cosmique, des images fossilisées d'un univers qui n'existe plus. Si nous voulons savoir ce que sont réellement ces galaxies aujourd'hui, nous devons extrapoler, simuler, deviner. Nous ne pouvons jamais le vérifier directement sans entreprendre le voyage. Les étoiles hypervéloces représentent une autre conséquence fascinante de la violence galactique. Ces étoiles se déplacent à des vitesses de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de kilomètres par seconde, suffisamment vite pour échapper complètement à l'attraction gravitationnelle de leur galaxie d'origine. La plupart sont créées par des interactions avec les trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Lorsqu'un système binaire d'étoiles passe trop près d'un tel monstre gravitationnel, l'une des étoiles peut être capturée, tandis que l'autre est éjectée à une vitesse phénoménale, projetée vers le vide intergalactique comme une pierre lancée par une fronde cosmique. Les astronomes ont identifié plusieurs centaines d'étoiles hypervéloces dans notre galaxie et ses environs. Certaines ont été retracées jusqu'au centre de la voie, lactées, confirmant le mécanisme d'éjection par le trou noir central. D'autres semblent provenir de galaxies satellites ou même d'Andromède, témoignant d'échanges stellaires entre les membres du groupe local. Ces étoiles voyagent seules à travers l'immensité intergalactique, des soleils orphelins qui ne connaîtront jamais le réconfort d'un voisinage stellaire. L'existence de ces étoiles solitaires entre les galaxies suggère que le vide intergalactique n'est pas aussi vide qu'on pourrait le croire. Des estimations suggèrent que jusqu'à la moitié de toutes les étoiles de l'univers pourraient se trouver dans l'espace intergalactique, éjectées de leur galaxie d'origine par des interactions gravitationnelles. Ces étoiles vagabondes sont extraordinairement difficiles à détecter car elles sont dispersées sur des volumes immenses et leur lumière n'est pas concentrée comme celle des galaxies. Mais elles sont là, des billions de soleils errant dans l'obscurité entre les îles quasi-galactiques. Pour des voyageurs intergalactiques, ces étoiles pourraient représenter à la fois un danger et une opportunité. Un danger parce qu'une rencontre imprévue avec une étoile ou son système planétaire pourrait être catastrophique pour un vaisseau voyageant à haute vitesse. Une opportunité parce que ces étoiles pourraient servir d'escale, de point de ravitaillement en énergie et en ressources sur le long chemin entre les galaxies. Certains théoriciens ont même suggéré
que des civilisations avancées pourraient avoir colonisé ces étoiles intergalactiques, créant des avant-postes isolés dans le vide cosmique. Les planètes voyageuses ajoutent une autre dimension à ce tableau. Tout comme les étoiles peuvent être éjectées de leur galaxie, les planètes peuvent être éjectées de leur système stellaire. Ces planètes errantes, sans étoiles par an, dérivent dans l'obscurité absolue, leur seule source de chaleur étant la radioactivité de leur noyau. Des études récentes suggèrent qu'il pourrait y avoir plus de planètes errantes dans notre galaxie que de planètes liées à des étoiles. Et logiquement, ces planètes peuvent également être éjectées dans l'espace intergalactique lors d'interactions violentes. L'idée de planètes flottant seules dans le vide entre les galaxies, des mondes de glace et d'obscurité éternelle, est profondément troublante. Certaines de ces planètes pourraient avoir été habitables autrefois, orbitant autour d'étoiles chaudes avant d'être arrachées à leur foyer cosmique. Toute vie qui aurait existé sur ces mondes aurait été condamnée à une extinction lente alors que la planète se refroidissait, s'éloignant inexorablement de toute source de lumière et de chaleur. Ces planètes mortes pourraient être les tombeaux silencieux de civilisations qui n'ont jamais eu la chance de développer la technologie du voyage spatial. Mais la violence cosmique ne se limite pas aux interactions gravitationnelles et aux éjections d'étoiles. Les galaxies sont également le théâtre de phénomènes énergétiques d'une intensité presque incompréhensible. Des explosions et des émissions qui peuvent affecter des régions entières de l'espace sur des distances de millions d'années-lumière. Les jets relativistes émis par les trous noirs supermassifs actifs représentent l'une des manifestations les plus spectaculaires de cette violence. Lorsque la matière tombe vers un trou noir, elle ne disparaît pas silencieusement derrière l'horizon des événements. Une partie de cette matière est canalisée et accélérée par les champs magnétiques intenses qui entourent le trou noir, puis éjectée sous forme de jets collimatés se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets peuvent s'étendre sur des centaines de milliers d'années-lumière, bien au-delà des limites de la galaxie haute, projetant de l'énergie et de la matière dans le milieu intergalactique. La galaxie Centaurus A, l'une des galaxies actives les plus proches de nous à environ 12 millions d'années-lumière, exhibe des jets qui s'étendent sur plus d'1 million d'années-lumière de bout en bout. Ces jets sont visibles sur des images radio, des rubans de plasma brillants qui traversent l'espace intergalactique. Lorsqu'ils percutent le milieu intergalactique, ils créent d'énormes lobes de gaz chauffés, des bulles de plasma à des millions de degrés qui peuvent persister pendant des centaines de millions d'années. Un vaisseau intergalactique qui traverserait l'un de ces jets ou l'un de ces lobes subirait un bombardement de particules de haute énergie qui surpasserait de loin tout ce que nous pourrions rencontrer dans notre paisible coin de la Voie lactée. Les particules accélérées dans ces jets peuvent atteindre des énergies des millions de fois supérieures à celles produites par nos accélérateurs de particules les plus puissants. Ce sont des rayons cosmiques d'une intensité létale, capables de pénétrer pratiquement n'importe quel blindage que nous pourrions concevoir avec notre technologie actuelle. Les quasars, ces noyaux galactiques extraordinairement lumineux alimentés par des trous noirs supermassifs en phase d'accrétion active, représentent l'incarnation ultime de cette violence énergétique. Un seul quasar peut briller avec la luminosité de 1000 milliards de soleils, surpassant facilement la lumière combinée de toutes les étoiles de sa galaxie haute. Cette luminosité n'est pas une lueur douce et bienveillante. C'est un torrent de radiation à travers tout le spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons gamma les plus énergétiques. Les quasars étaient beaucoup plus communs dans l'univers primitif, lorsque les galaxies étaient plus denses en gaz et les fusions plus fréquentes, fournissant abondamment de carburant aux trous noirs centraux. Aujourd'hui, la plupart des quasars se sont éteints, leurs trous noirs ayant épuisé leurs réserves de matière accessible. Mais certains sont encore actifs, et de nouveaux peuvent s'allumer lorsque des événements comme des fusions galactiques réveillent des trous noirs dormants. La future collision entre la Voie lactée et Andromède pourrait bien créer un tel événement. Les simulations suggèrent que les perturbations gravitationnelles pourraient canaliser de grandes quantités de gaz vers les centres galactiques fusionnés, alimentant les trous noirs supermassifs et potentiellement créant un quasar temporaire. Si cela se produit, la galaxie résultante, parfois surnommée Milkomeda ou Lactomède, serait illuminée par une source d'énergie au centre qui éclipserait toutes ces étoiles combinées.
Et cette énergie ne serait pas sans conséquence pour les systèmes planétaires situés à proximité. Les sursauts gamma, les explosions les plus énergétiques de l'univers après le Big Bang lui-même, ajoutent une autre dimension de danger cosmique. Ces événements cataclysmiques, produits par l'effondrement de certaines étoiles massives ou par la fusion d'objets compacts comme les étoiles à neutrons, peuvent libérer en quelques secondes plus d'énergie que le Soleil n'en produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. L'énergie est concentrée en jets étroits qui, s'ils pointent vers un système planétaire, peuvent stériliser des mondes entiers à des distances de milliers d'années-lumière. Les sursauts gamma sont relativement rares dans les galaxies comme la nôtre aujourd'hui, mais ils étaient plus fréquents dans l'univers primitif et restent communs dans certains types de galaxies. Une civilisation voyageant vers une galaxie avec un taux élevé de formation d'étoiles massives devrait prendre en compte le risque accru de sursauts gamma. Ces événements sont impossibles à prédire avec précision, et leurs effets se propagent à la vitesse de la lumière, ce qui signifie qu'on ne peut pas les voir venir. Un vaisseau pourrait être frappé sans aucun avertissement, ses occupants et ses systèmes détruits instantanément par un déluge de rayons gamma. Les ondes de choc intergalactiques constituent encore un autre péril. Lorsque des amas de galaxies entrent en collision, les nuages de gaz chaud qui baignent ces amas se heurtent à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Ces collisions créent des ondes de choc qui se propagent à travers le milieu intergalactique, chauffant le gaz à des centaines de millions de degrés et accélérant des particules à des énergies extrêmes. Ces ondes de choc peuvent s'étendre sur des millions d'années-lumière, créant des barrières de radiation invisibles que tout voyageur intergalactique devrait éviter ou traverser avec une protection adéquate. L'amas de la balle, situé à environ 3,8 milliards d'années-lumière, offre un exemple spectaculaire de ce phénomène. Cet amas est en réalité composé de deux amas en collision, et les observations montrent clairement l'onde de choc créée par l'impact, une structure en forme d'arc visible dans les rayons X. Ce qui rend l'amas de la balle particulièrement fascinant, c'est qu'il a fourni certaines des preuves les plus convaincantes de l'existence de la matière noire. Les halos de matière noire des deux amas ont traversé la collision sans ralentir significativement, tandis que le gaz chaud a été freiné par la friction, créant une séparation visible entre la matière normale et la matière noire. Ces observations nous rappellent que les plus grands dangers du voyage intergalactique pourraient venir de sources que nous ne pouvons pas voir directement. La matière noire, qui constitue la majorité de la masse des galaxies et des amas de galaxies, reste invisible et mystérieuse. Nous ne savons pas si elle pourrait interagir avec un vaisseau spatial d'une manière imprévue. Nous ne savons pas si elle pourrait créer des anomalies gravitationnelles dangereuses que nous ne pourrions pas détecter à l'avance. Nous naviguons littéralement à l'aveugle dans un océan de matière invisible, en espérant que notre ignorance ne sera pas fatale. La violence cosmique n'est pas un accident ou une anomalie. Elle est inscrite dans la nature même de l'univers. Les forces gravitationnelles qui maintiennent les galaxies ensemble sont les mêmes forces qui les déchirent lors des collisions. L'énergie qui fait briller les étoiles est la même énergie qui les fait exploser en supernova. Les trous noirs qui sculptent les cœurs des galaxies sont à la fois des constructeurs et des destructeurs, des régulateurs de la formation stellaire et des sources de radiation létale. Cette violence a façonné tout ce que nous voyons dans le cosmos, y compris les conditions qui ont permis l'émergence de la vie sur Terre. Les éléments lourds qui composent notre corps ont été forgés dans des étoiles et dispersés par des explosions de supernovas. Le système solaire s'est formé dans un nuage de gaz enrichi par des générations d'étoiles précédentes. Même l'eau des océans terrestres pourrait avoir été apportée par des comètes formées dans les régions externes du système solaire primordial. Nous sommes les enfants de cette violence cosmique. Et si nous voulons un jour étendre notre présence à d'autres galaxies, nous devrons affronter cette violence à une échelle encore plus grande, dans des environnements où les forces de création et de destruction s'affrontent avec une intensité que notre expérience terrestre ne peut pas préparer. Le 27 décembre 2004, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pendant un dixième de seconde, un objet situé à environ 50 000 années-lumière de la Terre, de l'autre côté de notre galaxie, a libéré plus d'énergie que notre Soleil n'en produit en 250 000 ans. Cette énergie, sous forme de rayons gamma et de rayons X, a traversé la moitié de la Voie lactée et a frappé notre planète avec une intensité jamais enregistrée auparavant,
pour un événement en dehors de notre système solaire. Pendant cette fraction de seconde, l'atmosphère terrestre a été ionisée du côté exposé, perturbant les communications radio et affectant plusieurs satellites en orbite. L'objet responsable s'appelle SGR 1806-20. C'est un magnétar, un type d'étoile à neutrons possédant le champ magnétique le plus intense connu dans l'univers. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut d'abord saisir ce qu'est une étoile à neutrons. Lorsqu'une étoile massive épuise son combustible nucléaire et s'effondre sur elle-même, si la masse du noyau restant est entre environ 1,5 fois et 3 fois la masse du Soleil, le résultat n'est pas un trou noir, mais quelque chose de presque aussi extrême. La matière est comprimée à des densités inimaginables, tellement que les protons et les électrons fusionnent pour former des neutrons. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait environ 1 milliard de tonnes sur Terre. Un magnétar est une étoile à neutrons dont le champ magnétique est environ 1000 milliards de fois plus intense que celui de la Terre. À cette intensité, le champ magnétique devient une force physique palpable, capable de déformer les atomes eux-mêmes et de créer des effets quantiques bizarres. De temps en temps, la croûte solide d'un magnétar subit ce qu'on appelle un séisme stellaire, une fracture dans la surface causée par les tensions magnétiques internes. Lorsque cela se produit, l'énergie magnétique stockée est libérée en une fraction de seconde sous forme de rayonnement électromagnétique intense. C'est ce qu'on appelle une éruption géante de magnétar. L'éruption de SGR 1806-20 en décembre 2004 était la plus puissante jamais observée. Si ce magnétar avait été situé à seulement 10 années-lumière de la Terre, au lieu de 50 000, l'éruption aurait détruit la couche d'ozone et potentiellement stérilisé la surface de notre planète. À une année-lumière, elle aurait littéralement vaporisé l'atmosphère. Et pourtant, 50 000 années-lumière représentent encore l'intérieur de notre propre galaxie. Imagine ce qui pourrait attendre des voyageurs s'aventurant dans des régions galactiques où ces objets sont plus densément concentrés. Les magnétars ne sont pas rares. On estime qu'il pourrait y en avoir environ 30 millions dans notre galaxie seule. La plupart sont silencieux la plupart du temps, leur champ magnétique se dissipant lentement au fil des millénaires. Mais chacun d'entre eux est une bombe potentielle, capable d'émettre à tout moment une éruption d'énergie qui pourrait affecter des systèmes planétaires à des dizaines ou des centaines d'années-lumière de distance. Les galaxies que nous pourrions vouloir explorer contiennent leur propre population de magnétars, leurs propres menaces invisibles dispersées parmi les étoiles. En août 2017, les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO aux États-Unis et Virgo en Italie ont capté un signal différent de tous ceux qu'ils avaient détectés auparavant. Ce n'était pas la fusion de 2 trous noirs, comme les détections précédentes. C'était la collision de 2 étoiles à neutrons dans une galaxie appelée NGC 4993, située à environ 130 millions d'années-lumière de nous. Quelques secondes après le signal gravitationnel, les satellites détecteurs de rayons gamma ont enregistré un sursaut gamma court, confirmant ce que les théoriciens avaient prédit depuis des décennies. La collision d'étoiles à neutrons était la source de ces mystérieuses explosions cosmiques. Mais ce n'était que le début. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, les télescopes du monde entier ont observé une lueur grandissante au site de la collision. Cette lueur, appelée kilonova, était le résultat de la désintégration radioactive d'éléments lourds fraîchement créés dans la violence de l'impact. Pour la première fois, les astronomes ont eu la confirmation directe que les collisions d'étoiles à neutrons sont les forges cosmiques où sont créés les éléments les plus lourds de la table périodique. L'or, le platine, l'uranium. Tous ces éléments qui existent sur Terre ont été produits dans des cataclysmes similaires il y a des milliards d'années. La quantité de matière éjectée par cette collision unique était stupéfiante. Les observations suggèrent qu'elle a produit environ 10 fois la masse de la Terre en or pur, et des quantités comparables d'autres métaux précieux et d'éléments radioactifs. Cette matière a été projetée dans l'espace à des vitesses représentant une fraction significative de celle de la lumière, créant une bulle de débris radioactifs en expansion qui continuera à se propager pendant des milliers d'années. Tout système planétaire situé à proximité aurait été arrosé par ces débris, potentiellement contaminés par des éléments radioactifs à longue durée de vie. Les collisions d'étoiles peu à neutrons sont relativement rares dans une galaxie comme la nôtre, se produisant peut-être une fois tous les 10 000 à 100 000.
Mais sur l'échelle de temps cosmique, elles sont fréquentes, et dans les galaxies plus anciennes ou plus massives, leur taux pourrait être significativement plus élevé. De plus, les étoiles à neutrons en orbite l'une autour de l'autre prennent des millions ou des milliards d'années à spiraler ensemble avant la collision finale. À tout moment, il existe des milliers de paires d'étoiles à neutrons dans chaque galaxie. Des bombes à retardement cosmique dont nous ne connaissons pas l'heure d'explosion. Les événements de disruption par effet de marée représentent une autre forme de violence cosmique d'une intensité terrifiante. Lorsqu'une étoile passe trop près d'un trou noir supermassif, les forces de marée gravitationnelle peuvent littéralement la déchirer en morceaux. Une partie de la matière stellaire est capturée par le trou noir, tandis que le reste est éjecté dans l'espace à haute vitesse. Ce processus de destruction stellaire libère des quantités phénoménales d'énergie, créant des flambées lumineuses qui peuvent être observées à des milliards d'années-lumière de distance. En 2020, les astronomes ont observé un tel événement dans une galaxie située à 215 millions d'années-lumière. L'étoile détruite avait une masse comparable à celle de notre Soleil, et sa destruction a libéré une quantité d'énergie équivalente à celle de plusieurs supernovas combinées. La matière arrachée à l'étoile a formé un disque d'accrétion autour du trou noir, brillant intensément pendant plusieurs mois avant de s'estomper progressivement. Pendant cette période, le noyau de cette galaxie lointaine était plus brillant que toutes ces centaines de milliards d'étoiles combinées. Les centres des galaxies sont des environnements particulièrement dangereux à cause de la densité stellaire élevée et de la présence de trous noirs supermassifs. Dans les régions centrales de la Voie lactée, par exemple, les étoiles sont séparées en moyenne par seulement quelques centaines d'unités astronomiques, contre plusieurs années-lumière dans notre voisinage solaire. Cette proximité signifie des interactions gravitationnelles fréquentes, des orbites chaotiques et un risque beaucoup plus élevé d'être capturé ou perturbé par d'autres objets. Les étoiles S, un groupe d'étoiles en orbite très proche de Sagittarius A, le trou noir central de notre galaxie, illustrent cette danse dangereuse. L'étoile S2 passe à seulement environ 120 unités astronomiques du trou noir au point le plus proche de son orbite, soit environ 4 fois la distance entre le Soleil et Neptune. À cette distance, elle voyage à environ 7500 km par seconde, soit 2,5% de la vitesse de la lumière. Toute erreur de calcul, toute perturbation gravitationnelle imprévue pourrait l'envoyer spiraler vers le trou noir ou être éjecté dans l'espace interstellaire. Les observations ont révélé des nuages de gaz tombant régulièrement vers Sagittarius A, parfois s'approchant dangereusement de l'horizon des événements avant d'être partiellement consommés. En 2013, un nuage de gaz désigné G2 a frôlé le trou noir central, s'approchant à environ 200 unités astronomiques. Les astronomes s'attendaient à un feu d'artifice d'émission de rayons X lorsque le nuage serait déchiré et consommé, mais l'événement a été moins spectaculaire que prévu. Le nuage a survécu, bien que fortement étiré, suggérant qu'il contenait peut-être un noyau stellaire qui l'a maintenu ensemble. Ces observations nous rappellent que les centres galactiques sont des endroits où les règles ordinaires de la mécanique céleste sont poussées à leurs limites extrêmes. La relativité générale d'Einstein, qui dans notre système solaire ne produit que de minuscules corrections aux prédictions de Newton, devient dominante dans ces environnements. L'espace-temps lui-même est courbé de manière significative. Le temps s'écoule plus lentement, et les trajectoires des objets suivent des géodésiques qui n'ont rien à voir avec les orbites elliptiques familières des planètes. Si des voyageurs intergalactiques voulaient explorer le centre d'une autre galaxie, ils devraient naviguer dans cet environnement relativiste avec une précision absolue. Une erreur de navigation de quelques kilomètres par seconde pourrait faire la différence entre une orbite stable et une chute fatale vers le trou noir. Et contrairement au voyage dans notre système solaire, il n'y aurait aucune possibilité de correction en temps réel depuis la Terre. Les signaux mettraient des millions d'années à faire l'aller-retour. Les voyageurs seraient entièrement seuls, dépendant de leur propre technologie et de leurs propres calculs. Les sursauts radio rapides, découverts pour la première fois en 2007, représentent l'un des mystères les plus intrigants et les plus récents de l'astrophysique moderne. Ces événements sont des émissions radio extrêmement brèves, durant typiquement quelques millisecondes,
mais extraordinairement énergétique. En quelques millisecondes, un sursaut radio rapide libère autant d'énergie sous forme d'ondes radio que notre Soleil n'en émet en plusieurs jours. Et ils proviennent de galaxies situées à des milliards d'années-lumière de distance. L'origine de ces sursauts reste partiellement mystérieuse, bien que des preuves croissantes les associent aux magnétars. En 2020, pour la première fois, un sursaut radio rapide a été détecté en provenance de notre propre galaxie, associé à un magnétar connu appelé SGR 1935 plus C54. Cette détection a confirmé que les magnétars peuvent produire ces émissions, mais elle n'explique pas tous les sursauts observés. Certains sursauts radio rapides se répètent régulièrement, tandis que d'autres semblent être des événements uniques. Certains montrent des caractéristiques qui ne correspondent pas au modèle de magnétar. Ce qui rend les sursauts radio rapides particulièrement intéressants pour la question du voyage intergalactique, c'est leur capacité à traverser l'espace sur des distances cosmiques tout en conservant des informations sur le milieu qu'ils ont traversé. Les ondes radio sont dispersées par les électrons libres dans l'espace intergalactique, et cette dispersion peut être mesurée. Les astronomes utilisent les sursauts radio rapides comme des sondes du milieu intergalactique, cartographiant la distribution de la matière entre les galaxies d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Ces observations ont révélé que le milieu intergalactique contient environ la moitié de la matière ordinaire de l'univers, une quantité qui était restée cachée pendant des décennies parce qu'elle est trop chaude et trop diffuse pour être détectée par d'autres moyens. Cette matière manquante, longtemps un mystère de la cosmologie observationnelle, baigne les voyageurs intergalactiques potentiels dans un océan de plasma ténu mais omniprésent. Les supernovae de type Ia, utilisées par les astronomes comme chandelles standard pour mesurer les distances cosmiques, représentent un danger particulier pour toute civilisation voyageant entre les galaxies. Ces explosions se produisent lorsqu'une naine blanche dans un système binaire accumule suffisamment de matière de son étoile compagnon pour atteindre une masse critique d'environ 4 fois la masse du Soleil. À ce point, une réaction thermonucléaire incontrôlée se déclenche, détruisant complètement l'étoile dans une explosion qui peut briller plus intensément que des milliards de soleils. Contrairement aux supernovas par effondrement de cœur, qui marquent la mort d'étoiles massives et sont concentrées dans les régions de formation stellaire, les supernovae de type Ia peuvent se produire pratiquement n'importe où dans une galaxie. Elles se produisent dans les vieilles populations stellaires des bulbes galactiques aussi bien que dans les jeunes populations des bras spiraux. Elles peuvent même se produire dans les halos galactiques, là où les étoiles sont dispersées et où un voyageur pourrait se croire en sécurité relative. Le taux de supernovae dans une galaxie typique est d'environ 1 à 2 par siècle. Cela peut sembler rare, mais sur des échelles de temps de millions d'années, des milliers de ces explosions se produisent dans chaque galaxie. Et chaque explosion affecte un volume d'espace considérable. Une supernova peut stériliser les planètes situées à moins de 50 années-lumière environ et causer des dommages biologiques significatifs à des distances encore plus grandes. La zone de danger d'une supernova s'étend sur des milliers de systèmes stellaires potentiels. Les vestiges de supernovae témoignent de cette violence passée. La nébuleuse du Crabe, visible dans la constellation du Taureau, est le reste d'une supernova observée par les astronomes chinois en l'an 1054 de notre ère. Près de 1000 ans plus tard, cette nébuleuse s'étend encore à une vitesse de 1500 km par seconde et le pulsar au centre, le noyau effondré de l'étoile d'origine, émet des faisceaux de radiation qui balayent l'espace comme les rayons d'un phare cosmique. Des voyageurs traversant cette région devraient naviguer à travers des filaments de gaz à haute température et des particules de haute énergie accélérées par les champs magnétiques du pulsar. Le vestige de supernova le plus énergétique connu dans notre voisinage cosmique est celui de SN 1006, une supernova qui a explosé à environ 7200 années-lumière de la Terre il y a un peu plus de 1000 ans. Cette supernova était si brillante qu'elle était visible en plein jour et projetait des ombres la nuit. Aujourd'hui, le vestige en expansion mesure environ 60 années-lumière de diamètre, une bulle de gaz surchauffée et de particules relativistes qui continuent de s'étendre et d'interagir avec le milieu interstellaire environnant. Les hypernovas, une catégorie d'explosions stellaires encore plus puissante que les supernovae ordinaires, représentent le sommet de la destruction stellaire. Ces événements se produisent
lorsque des étoiles particulièrement massives, peut-être plus de 40 fois la masse du Soleil, s'effondrent directement en trous noirs tout en libérant une quantité d'énergie colossale. Les hypernovas sont associés aux sursauts gamma longs, ces jets de radiation qui peuvent affecter des systèmes planétaires à des milliers d'années-lumière de distance. L'étoile Eta Carinae, située à environ 7500 années-lumière de la Terre dans la nébuleuse de la Carène, est considérée comme un candidat potentiel pour devenir une hypernova. Cette étoile massive et instable a déjà subi une éruption massive au XIXe siècle, éjectant plusieurs masses solaires de matière dans l'espace. Les astronomes surveillent attentivement Eta Carinae, sachant qu'elle pourrait exploser à tout moment à l'échelle cosmique, peut-être dans quelques milliers d'années, peut-être demain. Si l'un de ces jets de rayons gamma était orienté vers la Terre, les conséquences pourraient être catastrophiques pour la biosphère. Mais Eta Carinae n'est qu'une étoile parmi des milliards. Chaque galaxie que nous pourrions vouloir visiter contient ses propres étoiles géantes instables, ses propres candidats à l'hypernova, ses propres sources potentielles de sursaut gamma. Et contrairement aux menaces situées dans notre propre galaxie, que nous pouvons au moins tenter de cartographier et de surveiller, les menaces dans les galaxies lointaines nous sont largement inconnues. Nous ne connaissons pas les noms des étoiles d'Andromède qui pourraient exploser pendant notre voyage vers elles. Nous ne pouvons pas prédire quel danger nous attendrait à notre arrivée. Les noyaux galactiques actifs intermittents ajoutent une couche supplémentaire d'incertitude. Nous savons que les trous noirs supermassifs peuvent passer de périodes de dormance à des phases d'activité intense lorsqu'ils reçoivent un afflux soudain de matière. Ce qui est un noyau galactique tranquille aujourd'hui pourrait devenir un quasar rugissant dans quelques milliers ou millions d'années. Les simulations suggèrent que même de petites perturbations, comme le passage d'une étoile ou d'un nuage de gaz près du centre galactique, peuvent en déclencher des épisodes d'accrétion intenses. Andromède, notre destination intergalactique la plus proche, possède un trou noir central actuellement dormant. Mais les observations montrent des signes d'activité passée. Des bulles de gaz chaud s'étendant au-dessus et en dessous du plan galactique suggèrent des épisodes d'éjection d'énergie dans le passé cosmiquement récent. Si ce trou noir se réveillait pendant notre voyage vers Andromède, ou même peu après notre arrivée, les conditions dans cette galaxie pourraient être radicalement différentes de ce que nous aurions prévu. Les collisions entre amas de galaxies génèrent des ondes de choc d'une ampleur qui défie l'imagination. L'énergie libérée lors de ces collisions est suffisante pour chauffer des volumes d'espace mesurés en millions d'années-lumière cubes à des températures de centaines de millions de degrés. Les particules accélérées par ces chocs créent des halos de rayonnement radio qui enveloppent les amas entiers. Des structures appelées halos radio et reliques qui témoignent de la violence de ces impacts cosmiques. L'amas Abell 2744, surnommé l'amas de Pandore, situé à environ 4 milliards d'années-lumière, montre les preuves d'au moins 4 amas de galaxies distinctes en train de fusionner simultanément. Les images en rayons X révèlent des structures complexes de gaz chaud, des régions où les températures atteignent des niveaux extrêmes et des zones où les ondes de choc sont encore en train de se propager. Si une civilisation se trouvait dans l'une des galaxies de cet amas, elle serait témoin d'une apocalypse cosmique au ralenti, un cataclysme se déroulant sur des centaines de millions d'années. Ces phénomènes violents ne sont pas des accidents isolés dans un univers autrement paisible. Ils sont les manifestations normales des processus physiques qui régissent l'évolution cosmique. La gravité assemble et détruit. L'énergie nucléaire illumine et annihile. Les forces électromagnétiques organisent et perturbent. L'univers n'est pas un jardin tranquille, mais un champ de bataille perpétuel où les forces fondamentales s'affrontent à des échelles qui rendent notre existence humaine presque incompréhensiblement insignifiante. Et pourtant, au milieu de toute cette violence, quelque chose d'extraordinaire s'est produit au moins une fois. La vie est apparue. La conscience a émergé. Des êtres capables de contempler l'univers et de rêver de le traverser ont évolué sur une petite planète rocheuse, orbitant autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie parmi des milliards. Si la vie a pu émerger ici, dans ce cosmos violent, elle a peut-être émergé ailleurs aussi. Peut-être dans des millions d'endroits, peut-être dans des milliards. Mais si c'est le cas, pourquoi ne voyons-nous aucun signe de ces autres vies ? Pourquoi le cosmos semble-t-il si silencieux, si mort,
malgré sa taille et son âge. Les événements cataclysmiques que nous avons explorés pourraient-ils être la réponse ? La violence cosmique est-elle un filtre que peu de civilisations réussissent à traverser ? C'est une question qui hante chaque réflexion sur le voyage intergalactique. Non pas seulement comment survivre au voyage, mais si d'autres ont essayé et échoué. Si les ruines de civilisations anciennes, détruites par des sursauts gamma ou des éruptions de magnétars ou des supernovas imprévues, jonchent les galaxies que nous espérons explorer. Si chaque étoile que nous voyons briller est le mémorial silencieux de mondes qui n'ont jamais eu la chance de lever les yeux vers le ciel et de rêver. Lorsque les astronomes de l'Antiquité levèrent les yeux vers le ciel nocturne, ils voyaient des points lumineux qu'ils croyaient être des trous dans une sphère céleste laissant entrevoir la lumière divine au-delà. Ils n'avaient aucune idée que ces points étaient des soleils semblables aux nôtres, à des distances inimaginables. Ils ne pouvaient pas concevoir que la bande laiteuse traversant le ciel était notre propre galaxie vue de l'intérieur, et encore moins que d'autres galaxies existaient par milliards au-delà. En quelques siècles à peine, nous avons élargi notre compréhension de l'univers d'un facteur si astronomique qu'il défie toute tentative de comparaison. Et pourtant, cette expansion de notre connaissance n'a fait que révéler l'immensité vertigineuse de notre ignorance. La question la plus troublante que pose le voyage intergalactique n'est pas technique. Elle n'est pas non plus scientifique au sens strict du terme. Elle est profondément philosophique et existentielle. Si nous atteignons un jour d'autres galaxies, qui serons-nous vraiment ? La civilisation qui arriverait à destination, après un voyage de millions d'années, porterait-elle encore quelques ressemblances avec celle qui serait partie ? Et plus fondamentalement, quel sens y aurait-il à entreprendre un tel voyage si tout ce qui nous définit comme humains, notre histoire, nos cultures, nos liens les uns avec les autres, seraient inévitablement perdus ou transformés au-delà de toute reconnaissance dans le processus ? Le philosophe Derek Parfit a proposé une expérience de pensée célèbre concernant l'identité personnelle. Imagine une machine capable de te téléporter en désintégrant ton corps atome par atome, en transmettant l'information à travers l'espace, puis en reconstruisant un corps identique à destination. La personne qui émerge de l'autre côté serait-elle vraiment toi ? Elle aurait tous tes souvenirs, toute ta personnalité, toutes tes caractéristiques physiques. Pour tous les observateurs extérieurs, elle serait indistinguable de toi. Mais y aurait-il une continuité d'expérience subjective ? Ou serais-tu mort au moment de la désintégration, remplacé par une copie parfaite qui croit faussement être toi ? Cette question philosophique devient terriblement concrète lorsqu'on envisage les technologies qui pourraient être nécessaires au voyage intergalactique. Certains théoriciens proposent de télécharger la conscience humaine dans des systèmes informatiques, permettant à des êtres virtuels de voyager à travers le cosmos sans les contraintes biologiques des corps de chair. D'autres suggèrent l'envoi d'informations génétiques et mnésiques, permettant de reconstruire des humains à l'arrivée à partir de matière locale. D'autres encore imaginent des formes d'hibernation si profondes qu'elles frisent à la mort temporaire, le métabolisme réduit à un murmure imperceptible pendant des millénaires. Chacune de ces approches soulève des questions identiques. L'être qui arriverait dans une autre galaxie serait-il le même que celui qui serait parti ? Si ta conscience est interrompue pendant 1 million d'années puis redémarrée, es-tu la même personne ou une nouvelle personne avec de faux souvenirs d'une vie passée ? Si ton cerveau est remplacé neurone par des composants artificiels pendant le voyage, à quel moment cesses-tu d'être humain et deviens-tu autre chose ? Ces questions, qui semblent abstraites lorsqu'elles sont discutées dans les salles de classe de philosophie, deviennent des considérations pratiques vitales pour quiconque planifierait sérieusement une mission intergalactique. La question de l'identité s'étend au-delà de l'individu pour englober l'espèce entière. L'humanité elle-même est le produit de milliards d'années d'évolution sur une planète spécifique, façonnée par des pressions sélectives uniques, par une histoire géologique particulière, par des événements contingents qui auraient pu se dérouler autrement. Si des humains s'établissaient dans une autre galaxie, séparés de la Terre par des distances et des temps infranchissables, ils continueraient à évoluer. En quelques millions d'années, ils deviendraient une espèce différente, adaptée à leurs nouveaux environnements, divergeant inexorablement de leurs ancêtres terrestres.
Cette divergence ne serait pas seulement biologique, elle serait culturelle, linguistique, cognitive. Les concepts qui structurent notre pensée, les histoires que nous racontons, les valeurs que nous chérissons, tout cela est le produit de notre expérience partagée sur Terre. Des humains isolés dans une autre galaxie développeraient de nouveaux concepts, de nouvelles histoires, de nouvelles valeurs. Après suffisamment de temps, il n'y aurait plus rien de commun entre eux et nous. Pas même la possibilité de nous comprendre mutuellement si nous parvenions jamais à rétablir le contact. Ce que nous appelons l'humanité n'est donc pas une entité fixe et permanente. C'est un processus en cours, une vague qui se déploie à travers le temps et l'espace, changeant constamment tout en maintenant une certaine continuité. Le voyage intergalactique ne représenterait pas l'expansion d'une humanité fixe vers de nouveaux territoires. Il représenterait la fragmentation de cette vague en multiples courants indépendants, chacun évoluant dans sa propre direction, chacun devenant quelque chose de nouveau et d'imprévisible. Cette perspective peut être vue comme tragique ou comme libératrice. Tragique parce qu'elle implique la perte de tout ce que nous sommes actuellement. Libératrice parce qu'elle suggère que l'univers pourrait un jour être rempli non pas d'une seule forme de vie intelligente, mais d'une diversité inconcevable de descendants de l'humanité. Chacun adaptant la conscience et la civilisation à des environnements et des défis que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous serions les ancêtres d'une famille cosmique aux branches innombrables, une semence originelle qui aurait fleuri en forêt de possibilités. Mais cette vision suppose que nous soyons les premiers, ou du moins les seuls actuellement, à tenter cette expansion. Et c'est ici que nous retrouvons le silence troublant du cosmos. Le paradoxe de Fermi, nommé d'après le physicien Enrico Fermi, qui l'a formulé lors d'un déjeuner en 1950, reste l'une des questions les plus profondes et les plus troublantes de l'astrobiologie. Si l'univers est si vaste et si ancien, si les conditions pour la vie semblent relativement communes, si l'évolution de l'intelligence n'est pas extraordinairement improbable, alors, où sont les autres civilisations ? Pourquoi ne voyons-nous aucun signe de leur existence ? À l'échelle intergalactique, ce paradoxe devient encore plus aigu. Une civilisation qui développerait le voyage intergalactique, même à des vitesses bien inférieures à celles de la lumière, pourrait coloniser une galaxie entière en quelques dizaines de millions d'années. En quelques centaines de millions d'années, elle pourrait s'étendre aux galaxies voisines. En quelques milliards d'années, elle pourrait avoir colonisé une fraction significative de l'univers observable. L'univers a presque 14 milliards d'années. Il y a eu largement assez de temps pour qu'une telle expansion se produise des milliers de fois. Et pourtant, nous ne voyons rien. Les théoriciens ont proposé de nombreuses solutions à ce paradoxe, chacune avec ses implications philosophiques distinctes. La première possibilité, peut-être la plus rassurante, est que nous soyons réellement parmi les premières formes de vie intelligentes à émerger dans l'univers. L'univers primitif était plus violent, plus irradié, moins propice à la vie. Les éléments lourds nécessaires à la chimie de la vie n'existaient pas en quantité suffisante avant plusieurs générations d'étoiles. Peut-être que les conditions nécessaires à l'émergence et au développement de civilisations technologiques ne sont réunies que depuis relativement peu de temps à l'échelle cosmique. Si c'est le cas, nous sommes des pionniers, les premiers à ouvrir les yeux sur un cosmos encore vierge. Cette hypothèse implique une responsabilité vertigineuse. Si nous sommes les premiers, alors tout ce que nous faisons ou ne faisons pas détermine l'avenir de la conscience dans l'univers. Notre survie ou notre extinction n'est pas seulement notre affaire. Elle concerne potentiellement tout ce qui pourrait un jour exister, penser, ressentir, créer. Nous ne sommes plus une espèce parmi d'autres sur une planète parmi d'autres. Nous sommes peut-être le seul pont entre un univers inconscient et un univers peuplé d'intelligence. Cette perspective est à la fois exaltante et terrifiante. La deuxième possibilité est que le voyage intergalactique soit tout simplement impossible, pour des raisons que nous ne comprenons pas encore. Peut-être que l'énergie sombre crée des barrières infranchissables entre les galaxies. Peut-être que les effets relativistes rendent tout voyage prolongé non viable sur le plan psychologique ou biologique. Peut-être que la structure même de l'espace-temps contient des obstacles que notre physique actuelle ne peut pas percevoir. Si c'est le cas, chaque galaxie serait effectivement un univers isolé, une île de possibilités coupée de toutes les autres par des océans infranchissables.
Cette possibilité est philosophiquement intéressante car elle suggère que l'univers pourrait contenir d'innombrables civilisations avancées, chacune confinée dans sa propre galaxie, chacune se posant les mêmes questions que nous sur le silence du cosmos, chacune ignorant l'existence des autres. Nous serions comme des personnes dans des pièces insonorisées adjacentes, chacune pensant être seule dans un bâtiment vide, alors que de l'autre côté du mur se trouve quelqu'un qui pense exactement la même chose. La troisième possibilité, plus sombre, est ce qu'on appelle l'hypothèse du grand filtre. Selon cette idée, il existe quelque part sur le chemin entre la matière inorganique et la civilisation intergalactique un obstacle extraordinairement difficile à franchir. Un filtre que presque personne ne traverse. Ce filtre pourrait être n'importe quoi. L'émergence de la vie elle-même, l'évolution de la complexité multicellulaire, le développement de l'intelligence, l'invention de la technologie, ou, et c'est la possibilité la plus troublante, le filtre pourrait être devant nous plutôt que derrière nous. Si le grand filtre est derrière nous, si l'obstacle le plus difficile a déjà été franchi par notre lignée évolutive, alors notre avenir est potentiellement radieux. Les galaxies nous attendent, vides de concurrents, prêtes à être explorées et peut-être colonisées par nos descendants. Mais si le grand filtre est devant nous, si la difficulté insurmontable est quelque chose que les civilisations technologiques rencontrent régulièrement après avoir atteint notre niveau de développement, alors notre avenir est sombre. Le silence du cosmos serait le silence des tombes, le témoignage muet de milliards de civilisations qui ont essayé et échoué, qui se sont autodétruites ou ont été détruites par des forces qu'elles n'ont pas su maîtriser. Les candidats potentiels pour un grand filtre futur sont nombreux et troublants. Les armes de destruction massive pourraient permettre à des civilisations de s'annihiler elles-mêmes avant d'atteindre les étoiles. Les changements climatiques ou l'épuisement des ressources pourraient en conduire à des effondrements sociétaux irréversibles. L'intelligence artificielle pourrait évoluer dans des directions incompatibles avec la survie de ses créateurs biologiques. Des pandémies naturelles ou artificielles pourraient décimer des populations. Ou peut-être que le simple fait de développer certaines technologies attire l'attention d'intelligences hostiles, qui éliminent les civilisations émergentes, comme on élimine des mauvaises herbes dans un jardin. Cette dernière possibilité, parfois appelée l'hypothèse de la forêt sombre, est particulièrement glaçante. Elle suggère que l'univers est effectivement rempli de civilisations, mais que ces civilisations ont appris, par expérience amère, que le silence est la seule stratégie de survie. Annoncer sa présence, c'est inviter l'attaque de prédateurs cosmiques. Chercher le contact, c'est révéler sa position à des ennemis potentiels. Dans cette vision, le cosmos est une forêt nocturne pleine de chasseurs silencieux. Et nous, avec nos émissions radio et nos messages envoyés vers les étoiles, sommes des enfants naïfs criant dans l'obscurité. Si cette hypothèse est correcte, atteindre d'autres galaxies ne serait pas une expansion glorieuse vers de nouveaux horizons. Ce serait une invasion d'un territoire hostile, une marche vers des dangers que nous ne pouvons pas anticiper. Chaque galaxie que nous explorerions pourrait contenir des intelligences qui nous considéreraient comme des menaces, comme des concurrents, ou simplement comme des nuisances à éliminer. Le rêve du voyage intergalactique pourrait être le piège ultime, l'invitation à quitter la relative sécurité de notre isolation pour s'exposer aux prédateurs de la forêt cosmique. Mais il existe aussi des interprétations plus optimistes du silence cosmique. Peut-être que les civilisations avancées transcendent les formes de communication que nous pouvons détecter. Peut-être qu'elles ont évolué au-delà des préoccupations matérielles et vivent dans des réalités virtuelles ou des dimensions que nous ne pouvons pas percevoir. Peut-être qu'elles ont délibérément choisi de ne pas interférer avec les civilisations émergentes, observant de loin comme des anthropologues éthiques étudiant une tribu isolée. Ou peut-être que la communication intergalactique est tout simplement impraticable, les délais de transmission étant si longs qu'aucune conversation cohérente n'est possible. Cette dernière possibilité mérite réflexion. Un message envoyé vers la galaxie d'Andromède mettrait 2,5 millions d'années à arriver. La réponse mettrait autant de temps à revenir. Un échange complet de 5 millions d'années. Quel sens aurait un tel dialogue ? Les civilisations qui enverraient des messages et celles qui les recevraient n'auraient pratiquement rien en commun. Elles auraient évolué indépendamment pendant des millions d'années entre l'envoi
et la réception. C'est comme si nous recevions aujourd'hui un message d'humain de l'époque Pliocène et que nous tentions d'y répondre en sachant que notre réponse serait lue par des êtres du futur lointain qui n'auraient plus rien d'humain au sens où nous l'entendons. La physique elle-même semble conspirer pour isoler les intelligences les unes des autres. La vitesse de la lumière n'est pas seulement une limite de vitesse, c'est une limite de causalité. Rien, ni matière, ni information, ni influence, ne peut voyager plus vite. Cela signifie que l'univers est divisé en cônes de causalité, des régions qui peuvent s'influencer mutuellement et des régions qui sont à jamais hors de portée. L'accélération de l'expansion cosmique pousse continuellement plus de galaxies au-delà de notre horizon causal. Même si nous partions maintenant à la vitesse de la lumière vers certaines de ces galaxies, nous ne les atteindrions jamais. Elles s'éloignent plus vite que nous ne pourrions jamais les poursuivre. Cette réalité cosmologique a des implications philosophiques profondes. Elle suggère que l'univers observable n'est pas l'univers tout entier, mais seulement la partie avec laquelle nous pouvons avoir une connexion causale. Au-delà de notre horizon, il peut exister des quantités inconcevables de matière, d'énergie, peut-être de vie et d'intelligence, que nous ne pourrons jamais connaître, jamais contacter, jamais affecter ou être affectés par. Ces régions sont pour nous comme si elles n'existaient pas, et réciproquement, nous sommes pour elles inexistants. Et le futur ne fait qu'empirer cette isolation. Dans les milliards d'années à venir, de plus en plus de galaxies passeront au-delà de notre horizon. L'univers observable se rétrécira continuellement. Les futurs astronomes, s'il en existe, verront de moins en moins de galaxies dans leur ciel, jusqu'à ce qu'il ne reste que le groupe local, cette poignée de galaxies gravitationnellement liées qui finiront par fusionner en une seule entité. Tout le reste aura disparu dans l'obscurité, emporté par l'expansion impitoyable de l'espace lui-même. Cette vision du futur cosmique est profondément mélancolique. L'univers que nous voyons aujourd'hui, avec ses milliards de galaxies visibles, ses structures complexes de filaments et de vides, sa richesse apparemment infinie, n'est qu'un moment éphémère dans l'histoire cosmique. Nous vivons à une époque privilégiée où nous pouvons encore voir l'univers tel qu'il est vraiment. Nos descendants lointains, s'ils existent, n'auront pas cette chance. Ils regarderont un ciel presque vide et n'auront aucun moyen de savoir ce qu'ils ont perdu. La thermodynamique prédit une fin encore plus sombre. La mort thermique de l'univers, le moment où toute l'énergie utilisable aura été dissipée et où plus aucun travail ne sera possible. Les étoiles s'éteindront une par une. Les dernières naines rouges, économes en combustible, brilleront pendant des trillions d'années avant de s'éteindre à leur tour. Les naines blanches refroidiront lentement jusqu'à devenir des naines noires, des cadavres stellaires invisibles. Les trous noirs eux-mêmes finiront par s'évaporer par radiation de Hawking, un processus qui prendra des temps inconcevables, mais qui sera inéluctable. Dans le futur très lointain, l'univers sera un vide presque parfait, parsemé de particules subatomiques dispersées si uniformément qu'aucune structure ne pourra jamais se reformer. Plus de galaxies, plus d'étoiles, plus de planètes, plus de vie, plus de conscience, plus de sens. Juste le vide et le froid et le silence pour l'éternité. Face à cette perspective, le voyage intergalactique prend une signification nouvelle. Ce n'est plus seulement une question d'exploration ou de colonisation. C'est une course contre l'entropie, une tentative désespérée de propager la conscience et la complexité aussi loin que possible avant que les lumières ne s'éteignent définitivement. Chaque galaxie atteinte serait une victoire contre le néant. Chaque nouvelle civilisation établie serait un acte de rébellion contre l'indifférence cosmique. Certains théoriciens ont spéculé sur des moyens de survivre à la mort thermique de l'univers. Peut-être que des civilisations suffisamment avancées pourraient en créer de nouveaux univers, des bulles d'espace-temps avec leurs propres lois physiques, des refuges où la complexité pourrait continuer alors que l'univers parent s'éteint. Peut-être qu'elles pourraient exploiter les dernières ressources énergétiques du cosmos, avec une efficacité telle que leur existence pourrait être prolongée indéfiniment sur le plan subjectif. Même si le temps objectif continue à s'écouler, ces idées sont hautement spéculatives, mais elles témoignent de la capacité humaine à refuser d'accepter les limites apparentes de la réalité. Mais peut-être que la mort thermique n'est pas la seule possibilité. D'autres scénarios cosmologiques ont été proposés. Le Big Rip,
où l'énergie sombre s'intensifie progressivement jusqu'à déchirer les galaxies, les étoiles, les planètes, les atomes eux-mêmes. Le Big Crunch, où l'expansion s'inverse et l'univers s'effondre sur lui-même dans une singularité finale. Le Big Bounce, où cet effondrement donne naissance à un nouvel univers, peut-être dans un cycle éternel de création et de destruction. Chacun de ces scénarios a des implications différentes pour les civilisations cherchant à survivre au-delà de leur époque. La question de savoir lequel de ces futurs nous attend reste ouverte. Les observations cosmologiques actuelles favorisent un univers en expansion accélérée perpétuelle, menant à la mort thermique. Mais notre compréhension de l'énergie sombre est encore si primitive que des surprises restent possibles. Peut-être que la nature de l'énergie sombre changera avec le temps. Peut-être qu'elle recèle des propriétés que nous n'avons pas encore découvertes. Peut-être que l'avenir de l'univers n'est pas aussi déterminé que nos modèles actuels le suggèrent. Cette incertitude est à la fois troublante et étrangement réconfortante. Troublante parce qu'elle révèle les limites de notre connaissance, même sur les questions les plus fondamentales concernant la nature et le destin de la réalité. Réconfortante parce qu'elle laisse ouverte la possibilité d'espoir. La possibilité que l'univers contienne des ressources et des possibilités que nous n'avons pas encore imaginées. Au final, la question de ce qui se passera lorsque nous atteindrons d'autres galaxies ne peut pas être séparée des questions plus profondes sur qui nous sommes, pourquoi nous existons, et ce que signifie exister dans un univers apparemment indifférent à notre présence. Le voyage intergalactique n'est pas simplement un défi technique à résoudre. C'est une confrontation avec les mystères fondamentaux de l'existence. Une invitation à repenser tout ce que nous croyons savoir sur nous-mêmes et sur notre place dans le cosmos. Et peut-être que c'est là la vraie raison pour laquelle nous rêvons des étoiles lointaines. Non pas parce que nous espérons trouver des ressources ou des territoires. Non pas parce que nous cherchons d'autres intelligences pour briser notre solitude cosmique. Mais parce que le voyage lui-même, la quête elle-même, est ce qui donne du sens à notre existence. Nous sommes une espèce qui se définit par sa curiosité, par son désir de savoir, par son refus d'accepter les limites de l'horizon. Atteindre d'autres galaxies serait l'expression ultime de cette essence, la preuve définitive que la conscience peut transcender ses origines et toucher l'infini. Mais que trouverions-nous vraiment si nous y parvenions ? Des mondes habitables ? Des civilisations anciennes ? Des ruines de sociétés disparues ? Ou simplement le vide, le silence, l'immensité indifférente d'un cosmos où nous sommes peut-être les seuls à poser des questions. Cette interrogation reste suspendue dans l'obscurité entre les galaxies, attendant une réponse que seul l'avenir pourra fournir. Et c'est peut-être cette incertitude elle-même qui est le plus grand mystère de tous. Nous avons parcouru ensemble un voyage extraordinaire ce soir. Depuis les premières secondes où nous avons contemplé la vitesse vertigineuse à laquelle Andromède s'approche et s'éloigne simultanément de nous, jusqu'aux abysses philosophiques de notre propre existence dans un cosmos apparemment indifférent. Nous avons exploré les structures titanesques des galaxies, ces îles de lumière contenant des centaines de milliards de soleils. Nous avons plongé dans la violence cosmique qui sculpte et détruit ces îles. Les magnétars et les supernovae, les collisions galactiques et les jets relativistes. Nous avons confronté le silence troublant de l'univers, ce paradoxe qui suggère que nous sommes peut-être seuls, ou peut-être observés, ou peut-être en danger. Et nous avons médité sur ce que signifierait vraiment atteindre ces rivages lointains, sur les transformations que subirait notre humanité dans le processus. Maintenant, il est temps de rassembler tous ces fils, de tisser une tapisserie cohérente à partir de ces mystères disparates, et de contempler ce que tout cela signifie réellement pour nous, ici, cette nuit, sur cette petite planète bleue, perdue dans la banlieue d'une galaxie ordinaire. Le premier fil de notre tapisserie est celui de la distance. Nous avons vu que les échelles impliquées dans le voyage intergalactique dépassent non seulement notre technologie actuelle, mais peut-être aussi les limites de ce qui est physiquement possible. 2,5 millions d'années-lumière nous séparent d'Andromède, notre voisine la plus proche parmi les grandes galaxies. À la vitesse de nos sondes actuelles, il faudrait plus de temps que l'âge actuel de l'univers pour y parvenir. Même avec des technologies hypothétiques permettant de voyager à des fractions significatives de la vitesse de la lumière, le voyage durerait des centaines de milliers,
ou des millions d'années. Et pendant ce temps, l'univers lui-même continuerait à s'étendre, repoussant les galaxies les plus lointaines au-delà de tout espoir d'atteinte. Le deuxième fil est celui de la complexité structurelle. Les galaxies ne sont pas des destinations simples et uniformes, mais des écosystèmes cosmiques d'une diversité stupéfiante. Des spirales majestueuses aux elliptiques anciennes, des galaxies naines en orbite aux monstres géants au cœur des amas. Chaque galaxie est un monde en soi, avec sa propre histoire, sa propre composition chimique, ses propres dangers et opportunités. Naviguer dans ces environnements variés nécessiterait une adaptabilité et une connaissance que nous sommes loin de posséder. Et la matière noire, cette composante invisible qui domine la masse de chaque galaxie, reste un mystère fondamental que nous ne savons même pas comment aborder. Le troisième fil est celui de la violence. L'univers n'est pas un jardin paisible attendant d'être exploré. C'est un champ de bataille où des forces colossales s'affrontent depuis 14 milliards d'années. Les magnétars libèrent en une fraction de seconde plus d'énergie que notre Soleil en des millénaires. Les supernovae stérilisent des régions entières de l'espace. Les trous noirs supermassifs dévorent des étoiles et projettent des jets de plasma à travers des centaines de milliers d'années-lumière. Les galaxies elles-mêmes entrent en collision, fusionnent, se déchirent mutuellement dans des balais gravitationnels qui durent des centaines de millions d'années. Tout voyageur intergalactique devrait naviguer à travers cette violence, évitant des dangers que nous ne pouvons même pas encore cataloguer complètement. Le quatrième fil est celui du silence. Le paradoxe de Fermi nous hante. Cette question lancinante de pourquoi nous ne voyons aucun signe d'autres civilisations dans un univers si vaste et si ancien. Les réponses possibles sont toutes troublantes à leur manière. Soit nous sommes seuls, soit le voyage intergalactique est impossible, soit les civilisations s'autodétruisent avant de l'atteindre, soit elles se cachent pour survivre. Chaque possibilité redéfinit notre compréhension de notre place dans le cosmos et de ce que nous pourrions trouver si nous parvenions à atteindre d'autres galaxies. Le cinquième fil est celui de l'identité. Un voyage de millions d'années transformerait inévitablement tout ce que nous sommes. Les voyageurs qui arriveraient à destination ne seraient plus humains au sens où nous l'entendons. Biologiquement, culturellement, psychologiquement, ils auraient divergé de leurs ancêtres terrestres au point d'être méconnaissables. L'humanité qui entreprendrait le voyage intergalactique ne serait pas l'humanité qui atteindrait l'autre rive. Ce serait une descendance, une continuation, une transformation, mais pas une préservation. Et le sixième fil, celui qui enveloppe tous les autres, est celui du temps cosmique. L'univers lui-même évolue, vieillit, se dirige vers une mort thermique où toute complexité sera effacée. Les étoiles s'éteindront, les galaxies se disperseront, les trous noirs eux-mêmes s'évaporeront. Le voyage intergalactique n'est pas seulement une expansion dans l'espace, mais une course contre le temps. Une tentative de propager la conscience aussi loin que possible avant que les lumières ne s'éteignent définitivement. Tissés ensemble, ces fils forment une image à la fois terrifiante et magnifique. Terrifiante parce qu'elle révèle notre fragilité, notre petitesse, notre vulnérabilité face aux forces cosmiques. Magnifique parce qu'elle témoigne de l'immensité de ce qui existe, de la richesse des possibilités, de la grandeur du mystère dans lequel nous sommes plongés. Nous sommes des êtres de quelques décennies, contemplant des phénomènes de milliards d'années. Nous sommes des créatures de quelques mètres de haut, rêvant de traverser des millions d'années-lumière. Nous sommes des intelligences à peine éveillées depuis quelques millénaires, nous interrogeant sur notre place dans un cosmos de 14 milliards d'années. Il y a quelque chose de profondément absurde dans cette situation, et en même temps, quelque chose de profondément noble. Car malgré notre petitesse, malgré notre fragilité, malgré toutes les raisons que nous aurions de nous recroqueviller dans l'indifférence ou le désespoir, nous levons les yeux vers le ciel et nous posons des questions. Nous construisons des télescopes pour voir plus loin. Nous envoyons des sondes pour explorer ce qui nous entoure. Nous rêvons de voyages que nous savons impossibles avec notre technologie actuelle et nous travaillons pour les rendre possibles un jour. Cette obstination, cette curiosité inextinguible, cette volonté de comprendre et d'explorer, c'est peut-être ce qui nous définit le plus profondément en tant qu'espèce. Si nous atteignons un jour d'autres galaxies, ce ne sera pas simplement un exploit technique.
Ce sera l'aboutissement de millions d'années d'évolution, depuis les premiers organismes unicellulaires jusqu'aux civilisations capables de transcender leur planète d'origine. Chaque étape de ce voyage aura été préparée par les étapes précédentes. Les premiers poissons qui ont rampé hors de l'eau préparaient, sans le savoir, les voyages intergalactiques de leurs lointains descendants. Les premiers humains qui ont regardé les étoiles avec curiosité initiaient une quête qui pourrait un jour nous mener jusqu'à elles. Cette perspective temporelle donne au voyage intergalactique une dimension presque sacrée. Ce n'est pas un projet de quelques générations, mais une entreprise de millions d'années, un processus qui englobe toute l'histoire passée et future de la vie intelligente sur Terre. Chaque découverte scientifique, chaque avancée technologique, chaque œuvre de culture qui nous aide à mieux nous comprendre et à mieux comprendre l'univers contribue à ce projet d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous, qu'on en soit conscient ou non, des participants à cette grande aventure. Mais il serait naïf de penser que cette aventure aura une fin heureuse garantie. Nous avons vu les obstacles, les dangers, les incertitudes. Le voyage intergalactique pourrait s'avérer fondamentalement impossible. L'humanité pourrait s'éteindre bien avant d'avoir développé la technologie nécessaire. Nous pourrions découvrir que l'univers est hostile d'une manière que nous n'avons pas anticipée, ou nous pourrions simplement choisir de ne pas partir, décidant que les risques sont trop grands, que les bénéfices sont trop incertains, que notre place est ici, sur cette terre qui nous a donné naissance. Chacune de ces possibilités est réelle. Aucune ne peut être exclue avec certitude. Et c'est peut-être cette incertitude qui rend la question si fascinante. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Nous ne pouvons pas prédire si les étoiles lointaines verront un jour des visiteurs venus de notre coin de l'univers. Nous sommes suspendus entre des possibilités infinies, libres de choisir quelle histoire nous voulons écrire, quels risques nous voulons prendre, quels rêves nous voulons poursuivre. Cette liberté est à la fois un privilège et un fardeau. Un privilège parce qu'elle nous donne le pouvoir de façonner notre propre destin, au moins dans une certaine mesure. Un fardeau parce qu'elle nous rend responsables des choix que nous faisons. Si l'humanité échoue à atteindre les étoiles, ce sera en partie à cause de décisions que nous prenons aujourd'hui, de priorités que nous établissons, de ressources que nous allouons ou que nous gaspillons. Et si l'humanité réussit, ce sera également grâce à ces mêmes choix, à la vision et au courage de ceux qui ont osé rêver grand. Imagine un instant que nous réussissions. Imagine que dans quelques milliers, quelques millions ou quelques milliards d'années, des descendants de l'humanité atteignent effectivement Andromède ou une autre galaxie lointaine. Qu'est-ce qu'ils verraient? Qu'est-ce qu'ils ressentiraient? Ils verraient un ciel différent du nôtre, avec des constellations inconnues, des étoiles de couleurs et de luminosité variées, peut-être des nébuleuses spectaculaires visibles à l'œil nu. Ils verraient la Voie lactée depuis l'extérieur, une spirale lointaine parmi d'autres, le berceau de leur espèce devenu un simple point de repère astronomique. Ils auraient peut-être oublié la Terre elle-même, ce petit monde bleu englouti par le soleil, devenu géante rouge des milliards d'années auparavant. Ou peut-être qu'ils conservèrent son souvenir dans leurs mythes et leurs légendes, l'origine lointaine d'où tout a commencé. Qu'est-ce qu'ils ressentiraient? Peut-être de la fierté d'avoir accompli ce que leurs ancêtres n'osaient même pas rêver. Peut-être de la nostalgie, pour un foyer qu'ils n'ont jamais connu, mais dont l'écho résonne encore dans leur culture et leur mémoire. Peut-être de l'émerveillement, face à la beauté et à la complexité de l'univers qu'ils auraient traversé. Peut-être de la solitude, s'ils n'ont trouvé aucune autre intelligence avec qui partager leur voyage. Ou peut-être de la joie, s'ils ont découvert qu'ils n'étaient pas seuls après tout. Ces émotions hypothétiques nous semblent reconnaissables parce qu'elles sont humaines. Mais les êtres qui les ressentiraient ne seraient plus humains au sens où nous l'entendons. Leur biologie, leur psychologie, leur culture auraient évolué pendant des millions d'années de voyages et d'adaptation. Ils seraient nos descendants, mais ils seraient aussi quelque chose de nouveau, quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment imaginer. Et peut-être que c'est là la vraie beauté du voyage intergalactique. Non pas que nous atteignions d'autres galaxies, mais que quelque chose issu de nous les atteigne. Quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende, qui porte notre héritage vers des horizons que nous ne verrons jamais.
il y a une certaine paix dans cette pensée. L'acceptation que nous ne sommes pas la fin de l'histoire, mais un chapitre dans un livre beaucoup plus long. L'acceptation que notre rôle n'est pas nécessairement d'atteindre la destination, mais de préparer le voyage, de garder le rêve vivant, de passer le flambeau aux générations suivantes. Chaque génération fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a et laisse le reste à ceux qui viendront après. Cette perspective multigénérationnelle est peut-être la leçon la plus importante que nous pouvons tirer de notre réflexion sur le voyage intergalactique. Nous vivons dans une époque où l'immédiateté est valorisée, où les résultats sont attendus dans les jours ou les années, où les projets à long terme sont souvent négligés au profit des gains à court terme. Le voyage intergalactique nous rappelle que certaines entreprises dépassent la durée d'une vie humaine, d'une civilisation, d'une espèce. Il nous invite à penser au-delà de nous-mêmes, à nous soucier de ce qui arrivera longtemps après notre mort, à contribuer à des projets dont nous ne verrons jamais l'achèvement. Cette capacité à se projeter dans un futur lointain, à travailler pour des objectifs qui nous dépassent, est peut-être le plus grand don de la conscience. Les animaux vivent dans le présent. Les humains peuvent vivre dans le futur, anticipant, planifiant, rêvant. Nous pouvons planter des arbres sous l'ombre desquels nous ne nous assiérons jamais. Nous pouvons construire des cathédrales qui ne seront pas achevées de notre vivant. Nous pouvons lancer des sondes vers les étoiles en sachant que leurs découvertes seront reçues par des gens que nous ne rencontrerons jamais. Le voyage intergalactique est l'expression ultime de cette capacité. C'est le projet le plus ambitieux que l'humanité puisse concevoir, le rêve le plus fou que nous puissions poursuivre. Et même si nous n'y parvenons jamais, même si ce rêve reste à jamais un rêve, le simple fait de le rêver nous élève. Il nous rappelle que nous sommes capables de grandeur, que nous pouvons nous hisser au-dessus de nos préoccupations quotidiennes et contempler l'infini. Il nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, à l'univers tout entier et à notre place en son sein. Cette nuit, alors que tu écoutes ces mots dans l'obscurité, peut-être que tu peux voir les étoiles par ta fenêtre. Peut-être que tu peux imaginer, au-delà de ces points lumineux, les galaxies innombrables qui peuplent le cosmos. Chacune d'entre elles est un mystère, une promesse, une destination possible. Chacune d'entre elles contient des milliards de soleils, peut-être des milliards de planètes, peut-être des formes de vie et d'intelligence que nous ne pouvons pas imaginer. Nous ne savons pas ce qui nous attend là-bas. Nous ne savons pas si nous y parviendrons un jour. Nous ne savons pas si le voyage en vaudra la peine, s'il apportera la gloire ou la tragédie, la découverte ou le néant. Mais nous savons que la question mérite d'être posée. Nous savons que le mystère mérite d'être contemplé. Nous savons que le rêve mérite d'être rêvé. Car au fond, c'est peut-être cela qui nous définit. Non pas ce que nous sommes, mais ce que nous aspirons à devenir. Non pas où nous sommes, mais où nous rêvons d'aller. Non pas ce que nous savons, mais ce que nous désirons savoir. Cette aspiration, ce désir, cette curiosité insatiable, c'est le feu qui brûle au cœur de l'humanité depuis les premiers regards levés vers le ciel nocturne. Et c'est le feu qui pourrait un jour nous porter jusqu'aux étoiles lointaines, jusqu'aux galaxies inconnues, jusqu'aux rivages de l'infini. Le cosmos est vaste, ancien et mystérieux. Nous sommes petits, éphémères et ignorants. Et pourtant, quelque part dans cette disproportion vertigineuse, il y a de la beauté. La beauté de l'éphémère contemplant l'éternel. La beauté du fini s'ouvrant à l'infini. La beauté de la conscience émergeant de la matière inconsciente et se retournant pour contempler l'univers qu'il a engendré. Si nous atteignons un jour d'autres galaxies, ce sera cette beauté que nous emporterons avec nous. La capacité de s'émerveiller, la capacité de questionner, la capacité de rêver. Peu importe ce que nous trouverons là-bas, nous y apporterons ce qu'il y a de meilleur en nous. Et peut-être que c'est cela, au final, qui compte vraiment. Le voyage est long, la destination est incertaine. Mais le premier pas a déjà été fait. Il y a des millénaires, lorsqu'un être humain a levé les yeux vers le ciel nocturne et s'est demandé ce qu'il y avait au-delà. Nous continuons ce voyage ce soir, toi et moi, en contemplant ces questions ensemble. Et demain, quelqu'un d'autre continuera. Et après-demain, et ainsi de suite, peut-être jusqu'aux étoiles elles-mêmes. Le cosmos attend, silencieux, patient, immense. Et nous, petites flammes de conscience dans l'obscurité infinie,
nous continuons à brûler, à rêver, à espérer. Bonne nuit et fais de beaux rêves intergalactiques.